Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Impact Zone Surf Podcast qui en fait a été enregistré courant avril, donc bien avant les ISA World Surfing Games du Salvador auxquels notre invité a participé. Lors de l'enregistrement, il était loin de savoir qu'il allait être qualifié pour cette compétition, donc certains propos pourront vous paraître un petit peu obsolètes. Mais plutôt que de couper ce passage, nous avons préféré garder l'intégralité de l'interview, histoire de ne pas dénaturer ses propos et avoir un échange de qualité. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast du surf français. L'équipe est toujours là, Fredo à la technique, Rémi et moi-même pour un nouvel épisode, le 46-47e, on ne sait plus trop, mais on approche en tout cas des 50, avec autour de la table un invité qu'il fallait absolument qu'on reçoive et qu'on a enfin réussi à attraper. Rémi, tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, carrément. On est super content de le recevoir. C'est un peu ce qui se fait de mieux en termes de surf performance en France à l'heure actuelle. Un des surfeurs tricolores les plus titrés. Il a été sur le CT, il a gagné des QS, il a gagné des ISA. Il se met des gros barrels dès qu'il y en a. Il met des gros turns. Une référence du surf backside à l'international. On accueille Johan Duru. Salut Johan. Salut les gars. Bon, alors déjà c'est marrant parce que on revient de cette maison qu'on a déjà visitée l'an dernier puisqu'on a été au même endroit, autour de la même table pour interviewer Maud. Ça, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et là, vous arrivez tout frais d'une petite session de surf à côté, là, ce matin. Donc, prêt et dispo pour l'émission. Rémi l'a dit, forcément, tellement de choses à dire sur ton profil de surfeur français. Mais tu connais l'émission, on commence par les tout débuts. Tu peux nous raconter ton environnement familial et comment et à quel âge tu t'es mis au surf ? Et ouais, j'ai habité à Ondres, ma famille, et en fait, ça s'est fait simplement. On allait à la plage en famille, mes cousins, ma sœur, et j'ai dû trouver un bodyboard, et je me mettais tout le temps debout dessus. Et mon père, qui était plus dans les sports de combat, mais il avait fait du surf jeune. Du coup, il s'est dit, faut le mettre au surf. Et en ce moment-là, je crois qu'il avait problème de sinusite, et son médecin lui a dit, mais tu fais pas un sport dans la mer, et il dit je vais me remettre au surf, et en même temps du coup il m'a mis sur sa planche. Il avait une vieille planche, il lui restait un single, il surfait quand il était tout jeune. Du coup ça s'est fait comme ça. T'avais quel âge ? Jeune, et avant je faisais du bodyboard, et vers 7 ans il a dû me mettre sur une planche. Ouais. Et tout de suite, le déclic pour toi alors ? Ouais, de toute façon, dès que je prenais un bodyboard, je me mettais debout dessus, donc la planche était encore mieux, et ouais, j'ai de suite adoré. Je faisais plein d'autres sports, et petit à petit, j'ai tout arrêté pour le surf. Et donc très vite, t'es devenu relativement fort, et t'as commencé à faire des compètes. Moi, je me rappelle de toi tout petit, t'avais des boards Fifi Chevalier. Et ouais, en fait, du coup, il a vu que j'adorais, il voulait me mettre dans un club. Donc c'est pour ça que je suis allé au Osgore Surf Club. C'était le club de référence. Je pense qu'il y avait Mickey, Patrick, peut-être déjà. Et en fait, c'est tombé qu'on a eu un super groupe avec et Marc, les deux frères Laborde, Mathias, Mathias Malem. Mathias, il y avait son petit frère Deska, et Morgan Davzak, Clément Lalanne. On a eu un groupe où tout le monde se fracassait, on s'est poussé, on est allé faire des compètes, mais c'était plus on va faire un week-end là, une compète par-ci par-là, et ça se retrouvait qu'à chaque fois c'est un de nous qui gagnait, et on a fait ça, et maintenant il reste encore Marc, donc c'est énorme. Il y a peut-être un truc dont tu n'as pas parlé, c'est tu parlais de ton père qui pratiquait beaucoup de sport, il a pratiqué le sport carrément à haut niveau, justement, il a été champion du monde, ça, dans une discipline un art martial ? Ouais, il a été champion du monde de sambo, et il a été champion de France en lutte, en sambo et en judo. Et donc déjà, c'est pas rien, c'est un palmarès solide. Et lui, justement, il t'a insufflé un peu ce côté compétition, justement, quand toi, tu t'es mis au surf et que t'es rentré en club ? Justement, c'était plus, il essayait de pas trop me pousser, il était plus en mode, fais-toi plaisir, c'était pas du tout le compète. T'es pas le papa coach sur la plage Si, aussi, mais il était à fond, mais à moi, il était plus amuse-toi, reste, surtout te prends pas la tête, et genre, c'était vraiment de pas sous l'impression, ce qu'il me disait le plus, c'était pas prendre la tête et vraiment m'amuser, quoi. Et à cette époque-là, du Osgore Surf Club, c'était l'époque où c'était Philippe Malvaux qui s'occupait du club ?
Ouais, c'était Philippe, ouais, principalement. Il y a eu un peu Didier qui est passé. Et ouais, c'était Philippe, ouais, Jérôme Barrette, Philippe. Ouais, donc coach de qualité quand même. On en a eu, ouais, il y avait Marie-Pierre Abgral. On a eu Franck Errard. Il y a Patrick Flores qui est passé. Boris Le Texier aussi. Et tous les ans, ça tournait un peu, mais en base, ouais, c'était Philippe. Ok, parce qu'on a reçu Philippe à ce micro justement qui nous racontait toute son expérience. C'était sa première expérience réellement de coach et qu'il avait vraiment apprécié le groupe que tu viens de citer. Et ouais, c'était top. Ouais, et que ça lui a facilité le travail aussi de tomber sur des élèves plutôt doués, quoi. Et ouais, on a eu super coach. Philippe, il a été top et on avait un super groupe. C'est trop bien passé. Après, moi, j'ai même continué à coacher avec Philippe en dehors. Donc, c'était top, ouais. Et avec Didier aussi, Didier aussi, ouais. On a continué un peu pareil. On faisait un peu les deux depuis tout petit, donc c'était un super complément. Philippe plus technique et dans l'amusement, tout en étant sérieux, mais sans se prendre trop au sérieux. Didier, c'était plus carré, compète. Lui, c'était la performance, par contre. Il est à fond compète. Même s'il venait surfer avec nous, il est là, je vous bats encore, c'est sûr. Ah ouais, vous mettez la pression. Ah ouais, à fond. Ah, mais Marc, il a mieux surfé que toi, là, qu'est-ce que tu fous? T'es là, ah ouais, mais attends, c'est mon pote, là, je veux pas. C'était vraiment la compète, Didier. C'était deux approches différentes, mais c'était bien ensemble, du coup. Et justement, t'avais tout ce groupe, c'était potes, mais comme tu disais, c'était chacun gagnait et tout. Il y avait un peu de rivalité entre vous ou pas tellement? Il y a la rivalité en compète, mais ça s'est toujours bien passé et on est encore tous le même groupe de meilleurs potes, là. On se voit tous les mois, on fait des repas ensemble. Enfin, officiellement, on se voit tous les jours pratiquement, donc il y a jamais eu aucun problème. Et c'est fou parce que c'est potes d'enfance, on a fait la compète ensemble et on est toujours potes maintenant. C'est génial. Et donc tu racontais que vous commenciez à faire des compètes, vous commenciez à gagner pas mal de trucs. À quel moment vous avez commencé à sentir que il y avait du potentiel, que ça pouvait devenir sérieux, et à quel moment tout s'est enclenché, les premiers sponsors, un encadrement un peu plus solide? Mais il y a Jérémy qui est arrivé très jeune avec en étant peut-être 100 fois meilleur que tout le monde. Du coup, je me disais waouh, ouais, on s'est accroché à lui. Du coup, il nous a fait grave progresser. Tout le monde disait en France, on a vu son niveau. Là, c'est pas possible. Mais à le voir surfer comme ça, on essayait d'être un peu derrière lui. Donc, on s'est poussé grave pour essayer d'arriver un peu à son niveau. Et lui, il était déjà presque pro après. Il voyageait, tout ça. On s'est dit, mais on peut aller en Australie. On a fait comme lui, on est allé des 3 mois en Australie. Après, fait des petites compètes là-bas. Et petit à petit, revenu faire des compètes ici, les pro juniors. Et ça s'est fait tout seul. Ça allait très vite, en fait, mais ça s'est fait un peu tout seul. Ok, mais le déclic, ça a été quand même Jérémy qui a été un peu une locomotive pour vous tous, quoi. Ouais, il nous a tellement poussé en arrivant à 11 ans. Je sais plus à quel âge il est arrivé, mais en étant tellement fort que pour essayer d'être un peu derrière lui, je trouve qu'on a vraiment progressé. Et c'est de Jérémy, on s'est retrouvé à pouvoir faire les niveaux juniors et après faire les premiers QS. Donc on a fait compète très jeune. Jusqu'à Marc, on a fait les premiers QS. On est parti. Pierre, il nous avait envoyé, je crois, je sais pas si j'avais 16 ans ou 17 ans au Brésil et c'était déjà parti, ouais. Et tu parles de Pierre, donc Pierre Agnès. À partir de quel moment t'as été repéré par des sponsors et quels étaient tes premiers sponsors? Comment ça s'est passé un peu? Et c'est mes grands-parents qui m'ont amené surfer et je crois c'est au Santosha qu'il y avait François Lietz qui donnait les cours de surf et qui est allé voir mes grands-parents et qui leur a proposé de me sponsoriser. Donc avec Billabong, ouais, d'abord. C'est François qui m'avait vu surfer, je sais pas, c'est peut-être pas le premier jour, et du coup, il allait voir mes grands-parents, et mon grand-père, il raconte tout le temps qu'il a dit, mais moi je sais Billabong, il a baissé sa combi pour leur montrer, et c'est comme ça que je suis rentré chez Billabong, et je crois qu'à 2 ans et à 10 ans après, je suis rentré chez Quicksilver, avec, c'était Peyo, le team manager à l'époque, et du coup, Pierre et Peyo qui m'ont pris chez Quicksilver. Et donc là, il gérait avec tes parents ou il venait te voir? C'était qu'avec les parents. Ouais. Ouais. Et donc, avec Peyo, Quick, c'était marrant. Peyo, il voulait pas qu'on se prenne trop la tête. Du coup, on n'avait pas le droit au sticker pendant quelques années. Du coup, il nous prenait, mais c'était pas de sticker, rien. Il voulait que les enfants restent humbles et ils se prennent pas la tête par rapport aux autres. Donc, c'était quand même pas mal.
Par contre, quand t'es gamin, toi, ce que tu veux quand même, c'est les stickers sur la planche. Non, c'était pas un manque pour vous? Ouais, justement, c'est pour ça qu'il fait ça, et au moins, t'arrives à rester humble et pas te prendre trop la tête, et quand lui décide, là, t'as le droit au sticker, donc c'était vraiment pas mal. C'était bien fait, je trouve, comme système. Et à l'époque, c'était que de la dotation à cet âge chez Quick, où il y avait il y a déjà eu De la dotation, ouais. et des financements de trip ou autre comme ça, la prise en charge de frais Ouais, de voyage. j'avais 10 ans, donc je pense que c'était que la dotation, mais après, c'est arrivé, je crois, vers 14 ans. Je crois que c'est quand je fais 2e championnat du monde d'ISA ou 3e en cadet que j'ai eu mon premier contrat chez Quicksilver. D'accord. Je crois que ça arrivait par là, mais j'étais même pas au courant jusqu'à que j'ai quasi 18 ans. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'était tes parents qui géraient tout. Ouais, c'est mes parents qui géraient. Par contre, t'étais déjà, moi je me rappelle de pubs où il y avait, c'était pour Quick Eyewear, où vous étiez clairement mis en avant, toi, Jérémy et Vincent Duvignac. Et Naoum, non, peut-être. Et Naoum, ouais. Avec le fond jaune derrière. Et Vincent, ouais. Ouais, et vous étiez clairement mis en avant, et ça, pour toi, en tant que gamin, c'était comment tu le gérais? C'était compliqué? Non, après, ma famille m'ont toujours appris à rester humble et à pas faire le malin, entre guillemets, avec les autres. Donc, je sais pas, je pense que les valeurs de la maison, ça m'a fait rester en place. D'accord. Et tu te prêtais au jeu facilement parce que tout le monde sait que t'es plutôt de caractère discret. Ouais, j'étais hyper timide en plus à l'époque. Ouais. C'était un peu compliqué, mais justement, ça m'a fait passer au-dessus de ça et c'est ce qui m'a appris la vie. Donc, dans toute cette avancée de surf professionnel, tu as eu des multiples sélections en équipe de France. Je crois que tu as à peu près tout gagné ce qui se faisait en Europe ISA, de 10 ans jusqu'à 18 ans. Ça se passait comment l'encadrement fédé et, tu peux nous dire, c'était ton club qui t'a envoyé en stage, tu peux nous raconter un peu? On avait les stages à le club, mais après la fédé, c'était Francis Distinguin, Baptiste Dupuy, et j'avais les coachs Didier et Philippe. Donc, d'accord. C'était trop bien, c'était encore le même environnement que dans le club. Donc il y a tout le temps en fait on s'est suivi avec Philippe et Didier. Et il y avait Francis, le DTN, et Baptiste Dupuy qui était coach aussi. Je sais plus trop ce qu'il faisait. Enfin, il était coach, mais je sais pas sa place à la Fédé. Mais ça faisait un super encadrement. Il y avait Baptiste qui nous avait vraiment bien appris les planches. Tout ce que je connais sur les planches, c'est lui qui m'a appris. Il nous faisait des tableaux. On était tout le monde qui écoutait, plus ou moins. Mais il s'y connaissait hyper bien, il shapait, et du coup, tout ce que je connais maintenant, c'est grâce à lui sur les planches. Après, il y a Didier qui nous a amené la compète. Philippe, comme d'hab, technique à fond. Et il y avait Francis Distinguin qui gérait un peu tout. Donc, il y avait vraiment un super groupe. C'était top, on a passé des bons moments. Tu parlais de Baptiste Dupuy, donc, qui lui passait aussi, je crois, ses hivers à Hawaï pendant très longtemps. Tu peux nous raconter le premier trip à Hawaï voilà, les souvenirs que t'en as? Je crois que j'y suis allé, et la première fois que j'ai fait le CNED, je crois que j'étais en 3e, et j'avais prévu de faire Hawaï, peut-être un mois chez Michel Bourrez, et un mois, enfin à Tahiti, et un mois en Australie. Et j'avais maintenant c'est un pote, mais un des surfeurs d'Orne là, qui était un peu plus âgé que moi, Marc-André, qui est venu faire mon prof. Du coup, c'est Quick là qui me payait tout ça, et c'était top. Mes parents avec Pierre, ils ont géré pour que je puisse faire 3 mois comme ça à l'étranger, et c'est hyper bien passé. Donc tu faisais 3 mois à l'étranger et t'avais un pote de la famille qui te suivait pour faire ton éducation. Ouais, qui était là et qui me donnait les cours et qui me gérait et qui surfe bien en plus, donc c'était trop bien, on surfait ensemble. Et après, il avait plus de problèmes à me faire les cours, mais ça, c'était une autre histoire. Et sur ces 3 mois, t'as vraiment senti un déclic de progression dans ton surf? C'est vraiment là où, quand je suis rentré, que j'avais vraiment passé un cap, là, de passer 3 mois. Mais peut-être la première fois, je l'ai fait qu'en Australie, les 3 mois. Et après, c'est la 2e année que j'ai fait la première fois à Hawaï, du coup. Ok. Ouais. Donc, j'étais un peu plus vieux, je vais être en seconde. Et là, t'étais avec d'autres Français, j'imagine? Ouais, j'étais à la maison Quick. Ok. Donc, il y avait tous ceux de chez Quick, Mickey, Patrick, Aritz. Et je me suis pas mal greffé à Aritz, et c'est lui qui m'a fait découvrir toutes les grosses vagues. S'il charge, moi, je crois que tous les basques chargent, mais lui, il charge et il est motivé. Donc, c'est vraiment lui, la première fois, qui m'a montré tous les spots à Hawaï. Et depuis, tu y retournais chaque année? Quasi, ouais. Quasi, ouais. Quasi. C'était pas trop dur pour
Enfin, en seconde, t'as quoi, 15-16 ans? Je crois que t'allais dire pour un Landais par rapport à un Basque. Non, pour un gamin de 15-16 ans d'aller, de prendre tes vagues et tout ça. Pipe, ouais. Mais je suis allé un peu, mais pas beaucoup. Je crois que je suis même pas allé parce que j'ai eu des mauvaises expériences, mais il m'a fait surfer des gros Aliva, et on a eu Lainake à gros parfait, et des gros Sunset quand il y avait personne à l'eau. Donc on a eu plein de spots où il y avait pas de monde, enfin il fallait juste charger. Et j'ai eu peur et tout, mais ça m'a fait beaucoup d'expérience de le suivre à lui. C'est un des meilleurs Européens à Hawaï. Je pense qu'il a fait une finale. Je sais pas s'il a fait une finale à Liva. À Sunset, il passe toujours des tours. À Pipe, il est fort. Donc, oui, dès que c'est gros, il fait des résultats. Ouais, j'ai eu une super école. Je me suis greffé à lui et c'était dur. Après, à Pipe, c'est toujours pareil, mauvaise expérience, mais. T'en as une précise? Ouais, j'avais je sais plus, c'est peut-être l'année d'après. J'étais en petite planche, je voulais les petites. Et en fait, il y a Kai Hart qui partait pour Pipe. Et moi, j'ai ramé à fond pour aller vers Backdoor pour pas le gêner. Et en fait, il est parti un peu late, il allait un peu droit. J'ai ramé à fond jusqu'à que, en fait, la mousse qu'elle me tape, donc j'ai pas fait de canard pour pas le gêner, je voulais juste m'écarter de lui. Et vu qu'il allait un peu plus droit que sa ligne qu'il voulait prendre, le offshore, j'ai vu en vidéo, elle a levé ma planche et il a prise dessus. Dans la gueule. Bon, mais là, je me suis fait virer par tout le monde. Ah ouais, tu t'es fait virer. Ouais, quand tu les gênes comme ça. Bon, normal, je comprends, mais à la base, je voulais vraiment m'échapper. Ouais. Enfin, je suis allé à l'intérieur pour pas le gêner, alors j'aurais pu faire le canard, mais j'aurais été dans sa ligne. Et du coup, comment tu le gères, une situation comme ça? Tu te fais virer de l'eau, mais t'es encore à Hawaï? T'es à la maison qui est pas très... Tu dis rien, te mets dans ton coin et t'attends que ça passe. Mais genre les jours suivants, les semaines suivantes et tout. Ouais, tu la ramènes pas. Hein. Mais tu retournes quand même à l'eau à Pipe? Non, je suis pas parti à Pipe. Je me suis fait tout petit. Et tu l'as croisé depuis? Je l'ai croisé depuis. Après, on s'est expliqué, ça va. Mais les premières fois, je faisais pas le malin, non. Et donc, tu disais, ouais, vers cette époque-là, 15-16 ans, tu prends vraiment du niveau. Et concrétisation, à 17 ans, tu gagnes un QS au Portugal? Ouais. C'est 17 ans, ouais. On a fait nos devoirs. Ouais. Et ouais, c'était un pro junior à Amado, je crois. Il y avait toujours un QS après. Et donc, je fais le pro junior, je reste pour le QS et je gagne. Ouais, c'était la première grosse compète les adultes que je gagne, donc c'était top. Et là, t'as senti que voilà, c'était le temps de te mettre à fond sur le QS et essayer de te qualifier? Mais je sais pas si c'est pas cette année-là, après que je me suis cassé la cheville. Je pense que c'est cette année-là, ouais, où j'ai commencé à gagner je gagnais ce QS. Après, j'avais fait les ISA, championnat du monde avec les adultes. J'avais fait plein de bonnes compètes et en retour au championnat de France qui était en Bretagne, je me suis cassé la cheville. En surfant? Ouais. Et du coup, quand j'étais vraiment en train d'arriver là, j'ai fait un peu une rechute. Et ouais, c'est ça. Et j'ai commencé les QS l'année d'après, je pense, à l'international. Et raconte-nous cette blessure, comment tu te remets? T'es en plein pic et là, la rechute, j'étais en plein pic, sport, compète. J'étais en mode super sérieux, tout cadré et tout. Et là, je me casse la cheville et 17 ans, j'ai commencé à faire la fête. Du coup, j'étais pas du tout sérieux. Bon, la cheville s'est bien passée, mais je me suis un peu mis à... Quand j'étais au top, je suis un peu redescendu. Quand j'ai repris, c'était pas du tout au même niveau qu'avant. Et je sais qu'un 31 décembre, Pierre, il m'avait convoqué chez lui pour me faire la morale. Oh putain. Et ouais. J'étais, ah ouais, merde, je crois que je partais faire la fête. Et là, je me prends une grosse morale. Il y avait même Guy Forger qui était là, qui m'avait fait la morale. Ah ouais. Ça m'avait bien marqué, ouais. Chez lui à Cabreton et... Genre, il te convoque 31 décembre avant le réveillon et il te met sanction. J'ai pris une bonne sanction et du coup, c'est là qu'il m'avait dit, bon, tu t'inscris à tous les premiers QS et c'est parti, hein, tu fais tout à fond. Donc, on était parti à Marc et à Fredo qui nous encadrait, on était parti faire les premières années de QS comme ça. Ouais.
Et bon, je m'étais remis un peu dans le droit chemin. Ouais, après, la fête, ça a quand même toujours été un peu pendant des années. Pas que, même après le petit coup de pression que t'as mis, Piranha, ça faisait un peu quand même partie du personnage. Ben ouais, le surf à l'époque, en plus, c'était pas comme maintenant. Ouais. On arrive, c'était Dave-O, les mecs, Chris Ward dans le QS, Corey Lopez, c'était beaucoup plus wild que maintenant. On dit, ben, t'es obligé de faire la fête. Bon, ben, ok, on va faire la fête avec vous. C'était presque, si t'étais sérieux, t'étais mal vu. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Le profil complet du compétiteur, il devait s'y être là Ouais, le soir. complet. Ouais. Ça a bien changé. Et le premier. Ouais. C'était pas le dernier avant. C'était tous les soirs. Ouais, c'est ouf. C'était pas du tout comme maintenant. Ouais, c'était pas quand t'as fini la compète. Non, c'était dès le début. Ça, on est content de se voir, on fait la fête. Tout le monde essaye de gérer à passer des séries. Je préfère avoir tes séries l'après-midi, quoi. Ouais, complet. Et donc, tu t'inscris sur les QS et en 2009, t'as une grosse année aussi où tu gagnes le titre de champion d'Europe WSL. Et là, tu fais 15e du classement QS. Donc, t'es vraiment à la porte du CT. Et ouais, je pense 17 ans, c'est la première année que j'ai fait. Enfin, ou 18 ans. Non, 18 ans, du coup. Après ma blessure, c'était en 17 ans, après que j'ai gagné le premier QS. Je me suis blessé, j'ai fait une année à 18 ans. Et la deuxième année, j'étais en mode relax, on en faisait le tour. Et ça a commencé pas trop mal en Australie. Après, je suis allé en Écosse. Non, en Vendée, j'ai gagné le 4 étoiles. Après, je suis allé en Écosse, j'ai fait 3e au Prime. À Tursault, ouais. Ouais, je me rappelle, on restait avec Eric, il nous avait hébergé, Eric, Marc et moi. On avait passé un super moment. Eric, c'était un peu la fin de sa carrière, il avait fait 8e de finale sur le Prime, donc il était trop content. Marc, il avait fait quart et moi demi. Et Marc, j'avais tellement peu de planches qu'on se refait la même board les deux, une de mes Chili. Et on se l'échangeait entre les séries. Sérieux? Ouais. Ouais, c'était pas du tout comme maintenant. On prenait 2 boards et voilà. Et en finale, on avait cassé nos boards. Il nous en restait une pour les deux. Et en demi, j'avais jamais trop fait de man-on-man, nous, parce que les premiers, c'était à 4. Et les finales que j'avais fait en QS, c'était à 4. Et là, c'était une de mes premières compètes man-on-man et j'étais premier de loin contre Luc Monroe en demi. Il avait besoin d'un 8 ou comme ça. Et moi, je vais me rasseoir tout au pic. Et je me dis, je vais rater une bonne et je le laisse en bas tout seul, en fait. Et avec la prio, il restait 2 minutes. Et il a pris une cas décalée et il a fait le score à la fin. Eric, c'est pour ça que maintenant, je fais plus l'erreur. Eric m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais sur les point break? Il faut s'asseoir en dessous du mec. Tu t'en fous, il est assis. Encore mieux s'il est en bas. Je suis sorti de l'eau. Je suis, ouais, c'est vrai. J'ai même pas pensé à l'époque. J'étais, moi, je veux prendre la meilleure vague. Ouais, t'essayais de gagner au surf, ouais. quoi. Mais il y avait même pas les prios à 4. Et là, c'était mes premières fois que je faisais man-on-man en prio. Donc, j'ai fait une bonne erreur qui m'a coûté la finale. Mais bon, c'était déjà une super expérience. Et après, je sais plus trop. J'ai gagné la Cano. Du coup, je me suis retrouvé en haut du classement. Et après... Ouais, parce que la Cano, c'était encore un gros QS à l'époque, au moins 4 ou 5. C'était un 6. Ouais, 6, ouais, c'était un 6, ouais. Et d'ailleurs, moi j'ai une question, ça revient souvent, je l'ai dit en intro, tu as quand même un surf backside qui est reconnu internationalement, tu as fait des gros résultats à Tursault, tu as fait des gros résultats à Jeffreys Bay. D'où ça vient? Parce qu'il n'y a pas spécialement de point break de droite à Hossegor, il y a quelques languettes de sable. Comment t'as développé ce surf backside? Ouais, c'est vrai qu'ici on surfe que les gauches dans le courant, mais après j'ai passé du temps les premières années que je suis allé en Australie 3 mois là, et la famille Flores, donc on était allé à Snapper, on a passé beaucoup de temps à Snapper. Donc, je pense que ça y a fait. Et on s'entraînait avec Dave-O là-bas, un entraîneur de Snapper, et on surfait que à Snapper, donc je pense que ça y a joué, ouais. C'est 3 mois en Australie à mettre du roller backside. Ouais. Ok. Mais à peu près au même moment que là, les palmarès dont on parlait, il y a un gros truc qui arrive, c'est tu quittes Quick pour passer chez Volcom. Ça, je crois que c'est fin 2009 mais ou ouais, 2010. C'est l'année où j'avais fait premier remplaçant du CT là. Ouais, donc c'est 2010, ouais. Et pourquoi t'es parti de chez Quick pour Volcom? Et en fait, à cette époque où j'étais bien placé pour me qualifier. Donc moi, j'avais pas fini avant, et je suis arrivé à Hawaï et j'étais dans les 14 et j'ai fini, il fallait que je passe une série pour rentrer dans les 14 et
Et je l'ai passé à Sunset, en plus, c'était devant Andy, Chris Davinson et Fred Patachia. Et après, je savais que si je faisais 3e la série d'après, c'était bon. Et je fais 3e la série d'après. Et en fait, ça se trouve que tous les mecs qui étaient derrière moi ont passé des séries. Je crois que c'est Marco Polo qui s'est retrouvé à passer plein de séries de je sais pas d'où. Il a fait un super résultat à Sunset. On l'avait pas vu venir. Je me suis retrouvé 15. Et je me souviens de ça, moi à l'époque j'étais à la rédaction de Surf Session et Olivier Sarver, il était de Ondre aussi. Je me souviens qu'il a reçu un coup de fil de quelqu'un de Ondre, je sais pas qui c'est, qui lui a dit Johan est qualifié. Et c'était toi, les mecs derrière toi avaient sans doute pas encore surfé et on avait fait une news sur le site internet qui était sorti juste avant. Et finalement ça a été vrai pendant très peu de temps finalement quoi. Et ouais, je me suis retrouvé en fait le jour des finales, des mecs qui étaient hyper loin qui sont passés devant et Blake Thornton, je sais plus, c'est là qu'il a fait un résultat. En fait, on s'est retrouvé ex-aequo et on savait pas, je pense pas que c'était déjà arrivé avant parce qu'il y avait gavé de résultats, donc ça tombait pas serré comme maintenant. Et en fait, la règle, c'était que ils enlevaient un résultat, je crois. Oui, ils enlevaient un résultat. On croyait qu'ils prenaient le meilleur résultat, donc c'était moi, et en fait, non, ils enlevaient un résultat. Donc je me suis retrouvé premier remplaçant. D'accord. Et de là, je suis rentré et j'avais pris un agent parce que moi chez Quick il y avait Jérémy en Europe qui était au top, mais Quick ils m'ont toujours, ça se passait super bien. M'avaient fait un film, ça, je crois que je voulais moins faire de compète, ils m'avaient fait faire un film dans l'année. Et en fait moi j'adore les compètes, donc c'était pas trop ça, mais du coup j'étais là trop bien le film. Et on avait fait un film en même temps que les compètes, j'avais fait me qualifier, donc c'était une super année. Et quand on a sorti la première c'était au Segor. Et après, je rentre après Hawaï. Et du coup, vu que j'avais pris un agent, Pierre, à l'époque, il nous donnait beaucoup, mais il voulait pas qu'on ait d'agent. Donc, je sais pas, j'étais là, je sais pas, il m'avait pas proposé un super contrat, alors j'avais pris un agent et Pierre voulait pas négocier avec nous, du coup. Donc, j'avais négocié les gens en dessous de Pierre. Et la discussion s'est pas bien passée. Donc, je sais pas, je suis sorti du bureau, on était en bob et je m'en vais. Ok. Donc, ça, c'était hyper vite. Et en même temps, mon agent, le lendemain, il me dit, mais attends, mais je t'ai trouvé ça chez Volcom. Ah, ça s'est fait dans ce sens-là. Et genre, ça s'est t'as fait quitté aussi. Quick sans avoir encore trouvé d'autres sponsors. Il m'a fait un peu parler de Volcom, mais il y avait rien de fait, du tout. Et là, de la conversation que c'est pas bien passé, parce que je sais pas trop pourquoi, j'ai eu un mauvais feeling avec les gens avec qui j'ai traité. Et donc, je suis sorti du bureau, j'avais aucune autre proposition et je suis non mais je sais pas, j'ai pas eu un bon feeling, je pars. Et je suis parti de là et le lendemain il me dit Volcom, et ils t'ont proposé ça. Et ok, on est allé, on a signé. Ça s'est fait. Et surtout que si je me souviens bien, à l'époque, que ce soit toi, Marc ou Charlie, vous aviez quand même bien le vent en poupe. Charlie venait de signer des gros contrats avec Nike. Ouais. Marc, ça se passait bien aussi. Lui, il était plus chez DC. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il a signé chez DC, c'est cette année-là. Là. Et toi, pareil, t'étais quand même bien poussé par Quick. Et bon, vu de l'extérieur, on pouvait se dire que vous aviez des contrats intéressants. T'as step up en passant chez Volcom? Mais j'avais eu un super contrat, je pense à 14 ans ou 15 ans, là, chez Quick. Quand j'avais fait la 3e au championnat du monde à ISA, Pierre, il m'a fait un super contrat de 5 ans. Donc, je pense que ça arrivait à la fin de ça, c'est ça, ouais, à 19 ans. Et après, je sais pas, vu que j'avais pris un agent, peut-être Pierre a pas voulu négocier. Mon contrat était moins bien, mais il m'avait quand même proposé 5 ans, mais pas un super contrat, et Volcom m'avait proposé mieux, et du coup, je suis parti. Quand tu dis un bon contrat, et on parle que d'argent, ou il y a aussi d'autres choses qui rentrent en ligne de compte? À ce moment-là, j'avais fini avant, il m'avait super bien encadré, tout ça, et là, j'avais 19 ans, je voulais faire ma voie tout seul, donc c'était que de l'argent, ouais. Ouais, ok. Et ça, c'était plus facile à l'époque de trouver de l'argent. C'était juste avant qu'il y ait la crise. Ouais, ça allait encore. Ouais. Ça commençait un peu à baisser un peu, mais se resserrer, ouais. Mais c'était plus facile que maintenant de trouver des contrats. Et là, du coup, t'arrives chez Volcom. Du coup, là, t'es rider numéro 1 de Europe, du team. Là, pour eux, t'as pas un Jérémy ou un équivalent de Jérémy qui va te faire un peu d'ombre d'un point de vue même d'image, mais surtout en fait de considération. Genre Volcom, ils misent tout sur toi. Et l'objectif, c'est quoi? C'est vraiment de faire 100% compète, ou ils attendent quand même que tu fasses du free surf aussi? Ils savaient pas trop, donc ils me poussaient un peu dans les deux voies, mais ils savaient pas trop.
Et du coup, j'ai cru que j'allais être plus numéro 1, que ça allait mieux se passer, mais ça s'est pas vraiment mieux passé, en fait. Ah, c'est vrai? J'étais bien mieux chez Quick, je crois. Mais après, bon, on a fait nos années et ils m'ont rien demandé, mais moi, j'ai toujours été payé, tout s'est bien passé. Ils m'ont jamais mis de pression, mais je pensais à être plus poussé en partant et être numéro 1 en Europe. Ouais. C'est pas arrivé, mais bon. Parce qu'au début, il y avait Didier qui bossait chez Volcom au début quand t'as signé. C'est vrai, il y avait Didier aussi. Du Team coup, manager, je me suis dit, que j'allais, il était coach. Ouais, donc Ouais, il y avait la maison, il y avait Didier qui Et s'occupait là, de tout le monde. je vais avoir Didier et tout. C'est vrai que ça a poussé aussi que je signe chez Volcom. J'avais oublié qu'il était là. Et après, il est parti au bout d'1 an, je crois. Donc, on a un peu bossé ensemble, mais pas beaucoup. Après, c'était que Simon Young qui... Ouais. Et du coup, il y avait Didier. Donc, c'était plus compète à ce moment-là, ouais. Et après, quand ils ont vu que après, j'ai eu un mauvais passage en compète, ils m'ont dit, si tu veux faire du free surf, on te soutient. Ils m'ont toujours soutenu. Mais je pensais que j'allais être un peu plus poussé, juste. Mais ils m'ont toujours bien soutenu. Et tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a 2 minutes, chez Quick, il y avait un gros film qui était en préparation sur toi, donc gros profil à l'époque, et à l'époque, ça voulait dire, au bout d'un moment, tu mérites ton film, et tu disais qu'il avait été projeté en partie pendant le Quick Pro, et finalement, c'est un truc qui restait dans les cartons, puisque au moment où le film était encore en cours de tournage ou de montage, toi, tu pars chez Volcom. C'est un regret de jamais avoir pu sortir ce truc-là? C'est grave parce que c'était un gros projet, c'était trop bien. On a fait des super voyages. On a fait Tahiti, Mentawai. Il manquait encore un bon voyage pour le sortir et ça s'est arrêté en cours de route. Et on était trop bien. Daz et Vince qui est venu sur des trips et Marc. On a shooté avec Charlie qui était venu, Alain. On était un trop bon groupe, c'était top et ça s'est arrêté. C'est dommage parce que c'était un super projet. Et que je pensais que j'en aurais plus dans une marque de free surf, mais du coup, j'en ai pas eu d'autres derrière. Donc, c'est dommage que ça soit arrêté comme ça. Après, on avait fait Watch Out. Ça, c'était Watch Out. On avait fait la French Connection. Ça, on va en parler après. Ouais. Mais ouais, c'était notre gros projet. C'était un gros projet pour moi que j'ai pas pu finir. Donc c'est dommage. Du coup, j'ai jamais ressorti de film derrière. Il se trouve que Daz nous a filé le fichier, il est sur nos disques durs, donc on va juste revoir avec lui si c'est possible de le partager, mais en tout cas, on fera en sorte de sortir les bonnes séquences, les bonnes sections. C'était la première partie. Du coup, on l'avait pas fini, hein. C'est la première partie qu'on a sorti. Qui avait été projetée, pendant sur le ouais. Et à cette époque-là, pour les auditeurs, c'était coup dur pour Quick parce que en Europe, il y avait ton film. Et à l'international, il y avait le film de Julian Wilson qui, au même moment, signe pour Nike. Ils sortent pas le film de Julian. Ah ouais? Ouais, ils avaient un film de Julian dans les tuyaux. Ok. Et donc, deux movies qui tombent à l'eau. Mais ouais, la transition, elle est bien trouvée, là, puisqu'on parle de vidéo avec French Connection. Vous avez monté justement une sorte de, pas une web TV, mais en tout cas, vous avez sorti une série de clips avec Charlie, Martin, Marc Lacomar, et c'était Jimmy Graham à la caméra. Une bonne équipe. C'était quoi le plan et comment c'était réalisé, comment c'était financé ce truc-là à l'époque entre vous trois qui aviez des sponsors différents? Et il se fait naturellement, on était les trois, on s'est dit il faut un caméraman. C'est Marc et Charlie au début à la base qui étaient partis là-dessus, après ils m'ont mis dedans. Et après tous nos sponsors ont filé un peu de budget. À Jimmy? Ouais. Donc Jimmy était payé à l'année et nous on payait les voyages, je crois. Et du coup, comme ça, on a fait quelques voyages. On a refait Mentawai. Sur les compètes, on a fait des clips. C'était top, on a rigolé. En plus, il nous a fait du super boulot. Ça marchait bien. Après, on s'est dit, il faut qu'on se remette dans les compètes. On se refocus un peu et on l'a un peu laissé mis de côté. Et après, on l'a pas repris, mais c'était top. Ça marchait bien. Si maintenant, avec les réseaux sociaux, on avait fait ça, on l'aurait gardé à peine un peu, je pense que ça aurait bien explosé. Moi, j'ai pensé qu'il allait avoir un retour il y a quelques années, parce que Charlie, il a recréé un compte French Connection sur Instagram. Et je m'étais dit, peut-être qu'il y a un truc en préparation, un comeback. Ça n'a jamais été grave, parce envisagé. qu'on l'a fait à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. On faisait gaver de vues. Du coup, je pense que là, ça aurait été beaucoup plus facile. Et on s'est dit, on a réessayé, mais en fait, on n'a plus le budget. On n'avait pas assez de budget. On revient toujours à la même chose. Et c'était diffusé sur Vimeo. Vous l'aviez mis sur Vimeo? Ouais, Vimeo, ouais. Et du coup, la diffusion des films, c'est vous qui envoyez des mails au magazine et tout ça? Avec Jimmy qui transférait au magazine qu'il connaissait. Après, c'était repartagé. Donc, on faisait pas mal de vues. C'était cool. C'était top. En plus, on a passé super moments. Comme tu le disais, à cette époque, tu as eu un peu une période compète un peu moins victorieuse.
avais ces projets, tu étais toujours bien visible. Il y avait quand même pas mal d'attentes sur toi de la part de la communauté surf en France. Toi, tu le vivais comment? Parce que tu as eu une année, on va dire, ta première année QS, tu as failli te qualifier. Tu l'as eu plus ou moins facile. Tu devais attendre de te requalifier plus rapidement. Ben ouais, c'était presque arrivé trop facile. J'étais là, ouais, pour première année que je fais à fond, je suis quasi qualifié. Et après, j'ai eu des coups durs, mais de toute façon, Tu as eu des wildcards quand même? Ouais. En 2010, je me souviens de ça. Ouais. Tahiti, notamment. Ah oui, j'avais fait Tahiti, JB. Ah ouais, ok. JB aussi. Ouais. C'est les deux que j'ai fait parce qu'il y avait un cut encore. Exactement, il y avait le cut à l'époque, ouais, cette année-là. Ouais. Et du coup, après, j'ai eu des coups durs, donc... Et en fait, j'avais du mal sans les prios, les QS, ça devenait trop la guerre. Et à un moment, là, j'en pouvais plus. J'étais à 2 doigts d'arrêter. Et ils ont mis les prios. Et je crois que j'ai fait 2e aux Açores pile à ce moment-là. Et ça m'a relancé à les prios. J'ai réussi les prios à 4. J'ai réussi à retrouver mon truc. J'avais plus de ragacé tout le temps. J'y arrivais plus. Et les prios, ça m'a reboosté. J'ai fait 2e aux Açores. Après, j'étais pas loin de me qualifier à Hawaï. Et de là, je suis ouais, mais là, ça va mieux. C'est revenu comme ça. Et j'ai fait 2-3 ans de là où j'étais pas loin. Je me suis qualifié. Et tu penses qu'il y avait que les prios ou il y avait aussi ton sérieux par rapport à ton approche de compète et tout ça? Un peu des deux, mais même quand t'es moins sérieux, j'ai toujours été motivé et tout, mais c'est un peu des deux. Je pense, après, il y a tout qui joue. Dès quand ça va mieux, tout est plus facile, mais je pense un peu des deux, ouais. Tu parlais de la médiatisation, de la French Connection. Tu as toujours fait pas mal de choses, mais c'est vrai que tu es un personnage discret. Et c'est quand même dur de t'attraper en tant que média, de t'avoir. Tu donnes pas énormément de temps aux médias. Comment tu vois tout ça? J'ai fait que des fois des interviews quand je pouvais ou pas, mais j'ai jamais essayé de bloquer ou pas. Quand j'étais dispo, j'ai fait. C'est vrai que des fois, j'ai pas poussé, en fait. J'ai fait ce qui venait, mais j'ai jamais poussé à en avoir plus. Ouais, t'es pas le style de surfeur à aller toquer à la porte de Surf Session pour dire, ah ouais, regardez, je fais ça ou. Et ouais, c'est plus ça. J'ai fait ce qui venait vers moi, mais j'ai jamais demandé à en avoir plus ou demander plus de choses, en fait. Je pense que c'est plus fait comme ça. Et je pense qu'après, bon, les gens, quand ils essaient une fois, peut-être des fois, j'ai zappé, tu te fais, bon, lui, il a pas envie. Et d'ailleurs, cette discrétion, des fois, j'ai l'impression que, tu vois, le grand public, enfin, les fans de surf comprennent pas forcément ta personnalité. Et je me rappelle, une fois sur Surf Session, tu avais publié un clip et il y avait un mec qui avait été vénère sur ton sujet en commentant, tu vois, vraiment haters, et je m'étais clashé un peu avec lui dans les comments de Surf Session. Et toi, tu fais attention à ça ou pas du tout? Tu vois, les mecs qui disent ah non, il est pas cool, ouais non, il mérite pas d'être là, il mérite pas ce qu'il a ou... Non, pas du tout. Je fais pas gaffe. Je sais que dans le sport, on se fait toujours critiquer. Et quand ça va pas, t'es critique. Quand ça va bien, t'as moins de critiques. Donc, je sais que quand t'es bien dans le sport, tout va mieux. J'ai jamais trop regardé. Je sais qu'un temps, on sortait vidéo French Connection et tout le monde, au lieu d'avoir des commentaires positifs, j'avais plus des trucs, tu peux faire des vidéos, tu seras jamais dans le CT. C'était plus ça. Ouais, c'était des trucs comme ça, ouais. C'était ça à fond et je me suis dit, bon, je m'en fiche, je fais mon truc et moi, de toute façon, j'aime la compète, je veux me qualifier, j'essaie, j'y arrive pas, mais j'ai jamais fait trop gaffe, je suis jamais rentré en clash ou quoi, ça m'atteint pas du tout. Bon, en tout cas, aujourd'hui, t'es là au micro et force est de constater que t'as quand même des choses à dire et que, bah ouais, quand tu réponds présent quand on le demande, même si on a mis un peu de temps à se capter, mais on est là. Donc, on disait, du coup, la qualif qui t'avait échappé d'un cheveu, mais qui a absolument pas entaché ta motivation, pour te qualifier. Justement, ça fait quoi quand même de se dire, tu crois que t'es qualifié, t'es un cheveu et le truc, en fait, t'échappe, ça met quand même un coup au moral ou au contraire, c'est une motivation supplémentaire pour la décrocher l'année suivante? Ça fait les deux. T'as un gros coup au moral. Et après, tu te dis, bon, je suis encore là. Enfin, j'étais vraiment prêt. Donc, ça joue à rien. Il faut que, c'est juste une série. Donc, il faut que je reprenne pareil. Donc, ça remotive. Et après, tu vas, quand ça va mal, t'es là, mais je passe ça si peu l'an dernier. Mais pourquoi là, ça va pas? Donc, il y a un peu des deux. C'est que tu vis des hauts et des bas, du coup. Et là, par exemple, ton père, en tant qu'ex-sportif de haut niveau, il t'a aidé à gérer ces moments de défaite ou des choses comme ça? Bah,
Lui, c'est la compète, je pense que c'est plus dans le sang depuis son père, et moi, il me l'a transmis comme ça. C'est plus, pas des grands discours, c'est comme ça va passer un jour, donc continue. Et je pense qu'on a plus ça dans le sang, en fait. On n'a jamais eu de préparateur mental ou quoi. C'est juste, c'est une compète pas bonne, on va sur la prochaine, on passe à autre chose. Et la semaine prochaine, une autre compète et c'est reparti, quoi. Ouais, tu gardes les choses simplement, quoi. Ouais, on continue, on avance. Dans tous ces moments-là, il y avait donc l'hiver, on disait à Hawaï, avec des bonnes nouvelles et parfois des déceptions. L'hiver à la maison, ici, c'est quand même pas le pire endroit non plus pour un surfeur. Et hyper rapidement, tu t'es démarqué comme étant un des meilleurs, et t'es hyper friand de ces conditions. C'était important justement de faire en sorte d'être à la maison pour scorer, et c'était une partie de ton activité de dire je dois faire des images aussi ici quand c'est on. Mais ça faisait du bien du coup entre les mauvaises compètes de revenir ici et se gaver. Et au final, après, au bout d'un moment, on s'est dit bon, mais on va essayer de faire quelques images et que du coup les sponsors soient contents. Donc c'était un peu des deux. On rentrait pour se gaver, en même temps essayer de trouver un caméraman pour immortaliser le moment et que ça passe dans les médias. Donc ça a aidé d'avoir des bonnes vagues à la maison pour garder une bonne image. Ouais, tu rentrais pas en Floride ou quoi là. Et du coup, maintenant il y a beaucoup de caméramans, mais il y a 7-8 ans il y en avait pas tant que ça. Comment tu gérais la production d'images? C'est pour ça qu'on avait pris Jimmy à l'année, parce que c'était plus comme maintenant. Tu vas surfer, t'es presque sûr d'avoir ta vague. Donc c'est comme ça qu'on avait embauché Jimmy à l'année. Et c'était un budget, mais bon, c'était top. Heureusement, on était 3, donc c'est passé, mais c'est sûr que ceux qui ont un peu de budget et qui le font, c'est plus de la qualité, quoi. Tu filmes tous les jours, au final, t'as beaucoup plus de bonnes images que quand tu filmes à chaque fois que tu l'as, je vais surfer demain, tu peux venir filmer avec quelqu'un que t'as pas embauché. C'est sûr, ça sera pas la bonne session. C'est très compliqué aussi, on dirait pas, mais bien sûr, c'est dur de choper les bonnes images quand tu prends un caméraman de temps en temps. Là, c'est ce que moi j'essaie de faire. À chaque fois, c'est la mauvaise session. Alors que quand il est là tous les jours, tu stresses moins et lui, il est payé, il vient et tu sors tous les jours avec lui et ça se fait plus naturellement. Parce que sinon, c'est dur. Parce que t'as de la pression. C'est ça, tu te mets la pression. Ouais, déjà, t'as la pression sur le call, savoir quand tu le fais venir. Et t'as la pression de bien surfer sur ton call, surtout, et c'est plus compliqué que ça se connecte bien. Quand tu l'as à l'année, c'est plus simple. Et là, du coup, Jimmy, il était en France? Il était en France, il dormait chez moi à Cabreton. On a passé avec Charlie chez moi aussi. On a passé la coloc. Ouais. Et du coup, à l'époque, on disait que t'étais un peu détaché des médias, même t'étais pas si, on va dire, présent que ça sur les réseaux sociaux. Et cette production d'images, c'était c'était une demande qui émanait des sponsors, ou c'est vous quand même qui aviez l'envie de produire du contenu? C'est nous qui l'avons fait, ouais. Et c'est l'idée de marquer Charlie, et après ils m'ont mis dedans, donc c'est eux qui avaient eu l'idée, ouais. Mais il y avait quand même dans les contrats, pas forcément une nécessité de produire à tout prix du contenu. C'est eux qui ont eu l'idée. Je crois qu'ils avaient parlé à Vincent Kardazik. Ouais. Et ils ont eu l'idée entre eux et ils l'ont fait tout seuls, ouais. Après, ils ont demandé du budget, mais c'est vraiment venu d'eux, ouais. Bon, là aussi, en fait, je pense qu'il vaudra le coup de repartager sur notre compte Instagram quelques séquences. Il y a quand même des très, très, très bons clips. Je me souviens du Brésil, ce genre de choses. C'était Fernando, c'est trop. Ouais, avec les buggy et tout, c'était pas mal. Et donc, production de contenu, French Connection, au bout d'un moment, vous arrêtez le projet. Tu peux nous expliquer quelles sont les raisons de cet arrêt? Je crois que c'est à ce moment-là où Marc a voulu se mettre vraiment focus dans les compètes. Il s'était jamais vraiment mis focus, lui. Enfin, moi, j'avais fait cette année-là, il était pas encore là quand en 2009, j'avais fait une bonne année. Et du coup, on a lancé ça un peu après. Donc, lui, il avait jamais fait compète focus. Donc, il voulait prendre un coach et tout ça. Donc, il s'est mis focus dans les compètes. Donc, ça allait faire moins de French Connection. Et Charlie, on s'est dit, nous aussi, on se remet focus dans les compètes. Et on a arrêté un peu comme ça. Ok. Et toi, par contre, tu te remets focus dans les compètes. Et là, ça. Mais c'est 2012. Donc, j'ai mis un peu de temps à que ça revienne quand même. Je me suis qualifié en 2017, je crois. 2016. Fin 2016, ouais. Pour premier, c'était 2017. Ça a mis quand même quelques années. Mais, au final, ça a payé. Ouais, on a arrêté pour se remettre à la compète. C'était dur de faire les deux quand même. Et le budget. Ouais, tu m'étonnes. Marc a pris un coach. Donc, je pense que son budget qu'il avait vidéo, il l'a mis dans un coach. Donc, on n'avait plus le budget aussi. Et quand on parle de coach,
toi, tu bossais avec un coach quand tu étais sur les QS? J'ai bossé 2 ans avec Manu Porté et je me suis qualifié la 2e année. Avec Manu, ouais. Ouais. Ok. Et c'est comme ça, ouais, je crois qu'on a mis 2 ans juste. Alors, comment s'est fait la connexion basque-hollandaise avec Manu? Via Vans ou quoi? Non, en fait, il était team manager quand je faisais les Pro Juniors chez Quick. Ok. Et donc, il nous coachait et ça s'était toujours bien passé. Et au bout d'un moment, je savais, il faut vraiment un coach. Et du coup, j'ai commencé à faire avec lui ici. Après, je suis sorti à mode en 2012, je crois. Donc, on avait pris Manu à 2. Donc, il nous coachait les 2. Et en fait, il m'a simplifié mon surf. Il m'a juste fait enlever des manœuvres pour que la compète aime mieux. Enfin, les juges. D'accord. Qui passent mieux dans la compète. Par exemple, c'était quelle manœuvre que tu devais enlever? Je faisais plus des blow tail backside et je tombais beaucoup et les juges, ils me scoraient jamais. Donc, il m'a fait faire des rollers simples, plus de gère, frontside pareil. Et après, on a fait des compètes ensemble et en fait, je me suis rendu compte qu'il était hyper fort en coach. Le matin, j'arrivais, et les jours d'avant, il faisait carrément des croquis de la plage. Parce que je me rappelle ce qui m'avait marqué, c'était Portugal, je crois que j'étais malade. Et il était parti les 2 jours, tout seul, sur la plage, 1 heure avant ma série, la veille. Il avait noté et le lendemain, j'arrive, j'étais vraiment malade. Je me suis réveillé pour ma série. Et il m'avait dit, là, hier, t'as eu 10 vagues à 5. Là, il avait fait tous les poteaux, mais parfait, le croquis. Genre les stats du spot, combien? Ouais. Et là, t'en as eu 3, 8, ou bref, je sais plus. Et il m'a dit, assis-toi là, et t'auras 3 vagues à 8 là. Je me suis assis là, j'ai fait mes 3 vagues. Ah et, ouais. Et de fort. ça, on a continué comme ça, et ça s'est passé hyper bien. Et toutes les compètes qu'il est venu, ça s'est bien passé, et je me suis qualifié comme ça. Et tu l'as gardé après quand tu étais sur le CT? Après, j'ai fait sur le CT, il est venu la première année. Après, il avait son école de surf l'été, lui. Et après, on n'a pas fini les autres années, mais plus en mode lui bosser. Moi, j'avais pas trop le temps. Enfin, c'est dur aussi. Ça prend du temps aux 2. Et on n'a pas recontinué, mais on a fait 4 ans ensemble quand même, je pense. Et c'était trop bien. Moi, il m'a appris plein de trucs et je me serais jamais qualifié sans lui. Et en fait, on peut croire qu'il est un peu pas sérieux en extérieur, mais après j'ai fait d'autres coachs et je suis là, mais attends, c'est pas possible. Moi, Manu, il me faisait des trucs, c'était 100 fois mieux. Il connaît hyper bien la mer, il lit tellement bien la mer il disait, je m'échauffais, je regardais plus la mer en fait. Je disais, bon, ben c'est là, tu vas là. Il avait son croquis, il me le montrait. Il y a eu toutes les vagues là. Là, on avait fait les repères avant, on s'était entendu, mais il y a eu toutes les vagues là, va en face de ce poteau. Et on a fait toute l'année comme ça. Ça marchait à chaque fois. Je regardais. Il a simplifié ton surf, il a simplifié ton choix de vague et ta gestion de série. Ouais, il m'a montré où se placer. M'a bien montré comment prendre des repères au bord, ça. Enfin, je savais, mais avec lui, il m'a bien montré comment fallait faire. Et lui, il a une lecture de mer et de surf. Bon, même son surf est grave. Mais, et même, il m'avait refait des lectures de vagues. C'était pas des conseils vraiment techniques, c'était plus dans la lecture de la vague ou faire les manœuvres au bon endroit. Avec conseils techniques aussi, mais ça, on le sait un peu les deux, mais c'était simplifier des choses, en fait. Et après, dans la lecture de spot, il était vraiment fort. Et pareil, on sait qu'il surfe des planches assez originales. Enfin, il a une grande variété de planches. Il t'a aidé un peu à retravailler aussi il t'a conseillé sur le shape de tes planches. Et on a un peu bossé, mais c'est au moment où je suis rentré chez Mayhem. Et en fait, c'est Mayhem qui m'a vraiment aidé parce que du coup, on a regardé les vidéos. Après, quand j'avais les autres boards jusqu'au Mayhem, j'accrochais le rail. Il y avait tout le temps de l'eau qui sortait des boards. Dès que je suis passé au Mayhem, ça glissait tout seul. J'accrochais plus le rail. Donc, j'ai eu cette étape qui m'a beaucoup aidé. J'avais rencontré Matt Biolos, ça s'est fait trop bizarrement. Je lui commandais des planches et un jour, il m'a demandé un truc, j'ai pas compris en anglais, bien sûr. Je lui ai répondu, je surfais une JS, et il m'a dit, je t'ai pas demandé ce que tu surfais, je t'ai demandé le résultat que t'avais fait, et il s'est barré. Il est assez froid quand tu le connais pas. Et je dis, merde, je dis à Matt, Mayhem qui me parle pour une fois, j'ai dit une connerie avec mon anglais pourri. Et en fait, après, ils avaient parlé avec Poukas et ils m'ont proposé de me faire des boards. Et
ça a fait une autre étape. Ça m'a simplifié la vie. Il fait des boards graves. J'ai jamais eu aucun problème de board. Et c'était hyper bien. Donc, Du coup, t'es rentré donc chez Mayhem via Pukas. ouais. Et maintenant, comment ça se passe? Tu bosses? T'as des Mayhem ou t'as des Mayhem Made in Europe? Mais les deux. Où il y a David qui shape ici pour Mayhem. Je fais tout le temps ici. Et quand je vais en qualif pour Huntington, je récupère des boards en qualif. Donc j'ai un peu des deux. Et les ajustements sur tes shapes, tu les fais avec Matt Biolos? Ben là, maintenant, depuis le Covid, je bosse presque avec David. Ouais. Et avec Matt, c'est calé. Dès que je lui commande une board, il me connaît par cœur. J'ai même pas besoin de... Je vais juste lui dire, fais-moi des boards et c'est bon. Ce qu'il me faisait pour le CT, il m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé dans le CT. Il me disait, Fidji, il te faut ça, ça, ça. Et justement, quand tu es arrivé dans le CT, les vagues sont très différentes en QS et en CT. D'ailleurs, j'avais lu une interview de lui où il disait que en CT, tu dois surfer en 3 dimensions et plus en 2 dimensions. Ouais. C'est-à-dire plus que sur la hauteur et la largeur de la vague, mais aussi sur la profondeur, comment être incisif avec le rail. Toi, tu as changé ton matos arrivé sur le CT? C'est marrant parce que quand je me suis qualifié du coup MAM, c'est plein de monde qui m'a dit « Ah, mais tu vas faire quoi les MAM dans le CT? C'est pas des boards de CT et tout. » Je dis je sais pas, moi, marché grave, je vais pas changer en tout cas. Donc, votre réflexion, déjà, elle est pas cool parce que je suis chez eux, ça ferait pas autre chose. Et en plus, du coup, je l'ai laissé faire et toutes les compètes, il m'a fait 5 boards. Et à chaque fois, pour toutes les destinations, elle marchait grave. Du coup, j'ai jamais eu un problème de board parce qu'il connaissait Coloé. Et partout où je suis allé, il m'avait fait des boards parfaites pour l'endroit. À Fidji, je suis arrivé. J'avais jamais surfé Fidji, ni trop de riff et des Mayhem. Il m'a fait des boards qu'il a changé, pas comme d'hab. Elle marchait grave. Et j'avais fait quart en plus. Et je lui dis, mais elle marche grave celle-là, je veux la même pour JB. Et il dit, non, t'inquiète, je vais te faire des trucs différents pour JB. C'est pas la même vague. Et je suis arrivé à JB, la board, elle est encore magique, c'est nouvelle, c'est pas possible. Du coup, il m'a fait des boards dans tous les endroits, j'ai rien ajusté, c'est lui qui m'a tout fait. Ça, c'est un énorme avantage, de se dire que t'as pas à te soucier des planches sur ta première année sur le tour. J'avais un peu peur, j'arrivais, je sais son quiver, il marchait grave. Chaque compète, il me refaisait 5 boards. En plus, 5 boards, c'est pas mal, il t'en fait pas trop. Ouais. Donc, tu peux garder ta stratégie simple, quoi. Un peu galère pour les récupérer, mais je réussis à me débrouiller en passant par les US ou quoi, et il m'a vraiment aidé là-dessus. Et tu parlais de JB, l'année, je crois que c'est l'année où tu t'es qualifié ou t'as fait deuxième au... Ah non, c'était 2012. Ouais, c'était t'as fait le QS, c'était un QS donc à ce moment-là. 6 étoiles. Et t'as fait deuxième là-bas. Ouais. Incroyable. Et ouais. Là, c'était une board, j'avais volé à Marc, celle-là, donc c'était pas une Mayhem. Une 600 round pin proton, je crois. Je sais plus trop comment, je l'avais endormi au milieu de toutes ces boards. J'avais pas de shaper à l'époque. Et on est arrivé à JB, elle marchait grave. Et je crois qu'on était Balito, on était parti en Namibie. Donc on s'était gavé 2 jours. Et arrivé à JB la veille de la compète, je crois que j'avais même pas surfé la vague. Et je me suis mis dans l'eau première série. Et de direct, je me suis levé, la board, la vague, tout qui convenait. Toute la compète s'est bien passée. Pourtant, on a quand même souvent l'habitude d'entendre que JB pour un goofy, c'est pas forcément là où la plus avantageuse. Il y a très peu de goofies qui ont gagné là-bas. Il y a très peu de goofies qui ont fait des grosses perfs là-bas. Et tu fais partie de ceux-là. Tu rejoins Hockey. Tu rejoins Hockey. Ouais, je sais pas. Je pense qu'une des premières vagues, je me suis levé là-bas. Il y avait la connexion et la puissance de la vague, tout. Ça m'a convenu directement. Je pense que j'ai un assez bon flotteur backside et j'ai passé plein de sections comme ça que d'autres passent vers le bas. Et ça me mettait souvent dans le bon timing. Au lieu d'aller chercher, souvent les mecs vont chercher devant, tu crois qu'être temps, et j'arrivais ou à monter en roller, ou si j'étais trop light pour le roller, faire un float. Et je surfe plus comme ça, moi Ouais, c'est ça, toi t'as un roller backside qui est pas vraiment devant sur la vague, t'es très dans le curl de la vague. Ou je tape, ou si j'arrive pour taper, ça passe pas, je peux faire un float et passer la section. Donc je sais pas si c'est ça, mais en tout cas la puissance de la vague me convenait et ça, je dirais que j'ai eu des bonnes vagues là-bas, ouais. Et justement, toi, tu parles de puissance de vague, t'arrives sur le CT, t'es sur des meilleures vagues, toi t'aimes bien les vagues
qu'on voit un peu. T'as senti que c'était plus approprié à ton surf? Ouais, mais sauf que le niveau était 10 fois meilleur. Donc, c'est dur de s'adapter. C'est pour ça que le cut est dur, parce que la première année que t'arrives, tout le monde fracasse. T'es là, waouh. Et tu vas voir tout le monde, t'es là, waouh, ça va être dur. Et en plus, sort de l'eau. Lui, il a fait ci, lui, il a fait ça. Tu vas voir ta série, t'es là, mais Italo, Medina au premier tour. Ah ouais, mais ça va être compliqué. Et en fait, t'as un petit temps d'adaptation. Te dire, bon, en fait, je regarde plus les séries, je fais mon surf, ça peut passer. Tu regardes plus les noms, en fait. Tu vas dans l'eau, tu fais ton truc. Enfin, moi, c'est ce que je me suis mis à faire au bout d'un moment. Et, parce que de toute façon, toutes les séries sont hyper dures. Et justement, tu parles de toutes les séries hyper dures. Je sais pas si c'est ta première ou ta deuxième année. Je me souviens de toi, t'avais tout le temps des scores au-dessus de 15. Tu faisais tout le temps au-dessus de 15, ce qui est vachement bien. Et tu tombais toujours sur le gars qui sortait la série de nulle part où il avait un 18. C'est ma première année. Ouais. Première série. Mais tu surfais bien. Et tu te dis, bah, ça va payer et tout ça. Mais tu avais toujours ce gars où des fois tu tombais sur des mecs qui étaient peut-être, du même niveau où t'avais pas des superstars, mais ils sortaient la série de l'année. Mais ouais, c'était, il faut s'adapter. C'est pour ça que le cut est pas top, parce que ça prend quelques compètes à s'adapter et même à avoir la petite chance, parce que tu fais des bonnes séries, tu peux perdre, alors que t'as fait 18 de total. Mais ma première série à Snapper, j'ai fait un 9 et un 8 et j'ai perdu contre Parco à la fin à rien. Après, je me dis, bon, mais ça va payer, ça va pas payer. Après, j'ai eu des séries. Après, je suis contre Caio Belli, je me dis, ça va être plus facile. Au final, il fait une bonne série. Et en fait, il faut se mettre dans le bain. Après, pareil, au Brésil, je fais 2 gros scores à Saquarema contre Parco à Man. Et je me dis, c'est bon, il part sur une mousse et il fait un barrel au bord. Donc, tu peux rien leur laisser, quoi. Ils ont d'être forts, ils ont le truc, quoi. Et donc là, t'as de la stratégie qui rentre encore plus en compte avec ces gars-là? Moi, non, j'ai attendu, j'ai continué pareil jusqu'à que ça passe, quoi. Et c'est à Fidji où j'ai eu le déclic, c'est passé, après ça a continué. Je sais pas trop pourquoi, c'est plus en mode, j'ai continué, il faut que ça passe un jour ou l'autre, Et puis t'as l'affaire du seeding. Quand t'es en fond de classement, tu tombes toujours sur les tops du classement. Ouais. Et si t'arrives à passer quelques tours, d'un coup ton seeding est meilleur. Ouais, mais après, je pense que faut pas lâcher, quoi. C'est à ce moment-là où c'est dur, mais faut se dire qu'il faut continuer pareil, quoi. Enfin, moi, ce que je me suis dit, je continuais, ça réussit, ça a commencé par passer, mais tu prends un coup moral quand même. En plus, quand tu fais un CT, c'est pas comme quand tu fais un QS, tu perds au premier tour. Personne n'a trop fait gaffe. Là, tu rentres du CT, t'as tout le monde qui t'en parle. Tout le monde qui a vu ta série. T'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Ah ouais, carrément. Ben ouais, et partout, sur les réseaux, partout, t'es 10 fois plus médiatisé. Donc, c'est une grosse pression. C'est pas facile à vivre. C'est en pression toute l'année, quasiment. Et quand t'étais sur le CT, donc il y avait Jérémy et Michel en même temps que toi. Vous étiez un bon crew, vous vous souteniez Je suis arrivé, moi, un peu tout seul, hein, les premières compètes. Et c'est à Fidji où on a eu une cabane ensemble. Et c'est là qu'on s'est vraiment regroupé. On a fait, il y a eu un lay day. Ils m'ont dit, lay day, c'est bière. Moi, je suis dernier du classement. Je vais pas passer un tour de l'année. On va boire des bières. Ouais, lay day, ici, c'est bière. Ils avaient fait l'année d'avant étage, je crois, où ils avaient fait les crêtes et tout. Du coup, on a fait une énorme soirée, un début de compète. Là, le lendemain, je me réveille. Je crois que j'étais au round 2 contre Jordi. Je vois qu'il sort de l'eau. Alors que nous, on avait pris un énorme paquet. J'étais là, mais pourquoi j'ai fait ça? Je suis vraiment trop con. Je passe pas un tour alors que j'étais sérieux. J'ai pas bu une bière depuis 3 mois. Et en fait, le lendemain, j'ai battu Jordi et hop, et après, on est resté, on n'a pas fait des soirées avant les compètes, mais. T'as appliqué cette recette à chaque compète quand même. On est resté dans la même dynamique, on a fait des soirées ensemble et j'ai passé une super année, ouais. Et est-ce que, à l'image des Brésiliens, vous vous souteniez sur la compète, vous vous donnez des conseils et tout ça? Ouais, carrément. Après, de plus en plus, on s'est rapprochés et après, on était ensemble. On a eu un bon crew. C'est top.
Ouais, moi, je me souviens vous avoir croisé à JB, je crois que c'était en 2019, où Jérémy était avec sa petite fille. Mais en tout cas, ouais, moi, je me souviens vous avoir vu vous mettre des bières aussi. Je sais plus si... Ouais, peut-être que la compète était finie pour vous trois, mais en tout cas, tu voyais quand même qu'il y avait un crew français, que vous étiez pas, vous évitez ou quoi, que vous étiez ensemble et potes, quoi. Ouais. On avait un bon groupe, là, les trois, on était ensemble, c'était top, ouais. Et ça joue quand même par rapport à des moments où tu peux te retrouver un peu tout seul, d'avoir... ça fait du bien quand t'es à l'autre bout, tout seul, avoir de bons potes ensemble, c'est top, ouais. Carrément. Et sur la logistique, vous vous groupiez aussi, genre les maisons ensemble, tout ça? On l'a fait un peu. Ouais. Quand Jérémy a des maisons quick, et à Fidji, on était ensemble. Après, Michel a une maison Harley. Quand il l'avait pas, on s'est mis ensemble. On a fait un peu des deux. Et on en parlait tout à l'heure en off. Donc, ouais, première année, tu surfes bien, mais c'est compliqué. Le niveau est haut. Et t'arrives en fin d'année où c'est un peu chaud pour te requalifier. Tu peux nous raconter les circonstances? T'as d'abord une chance de te requalifier à Sunset. Ouais, mais la première année, je me suis requalifié à Hossegor. D'accord. Donc ça va. Et à Hawaï, ça a fini un peu juste, mais ce qui était derrière était passé, mais ça va, ça s'est bien passé. J'avais assez de points à partir d'Hossegor, donc la fin d'année était cool. Et la deuxième année, j'ai pas fait trop de résultats. Non, j'ai rien fait. Et c'est juste à partir du Portugal où j'ai fait deuxième que là, à Hawaï, il fallait que je fasse quart pour me qualifier par le CT. Et en fait, je suis allé faire les QS et j'ai passé plein de séries à Sunset. Et j'avais dû faire un quart dans l'année sur les QS, comme ça. Donc, en fin de compte, j'étais en finale à Sunset et les coachs de Volcom m'ont dit « Ah, faut que tu gagnes ». Et je crois que c'est Zikiello qui a gagné. Et il avait 2-8 ou comme ça, de gros scores. Donc, j'ai cherché des gros 8 toute la série. Et je remontais pas loin du coach Volcom, mais ils ont les talkies, donc j'étais sûr qu'ils avaient recalculé. C'était qui le coach? Tu veux pas balancer? Bah, je veux pas balancer, mais ils sont plein de coachs, de toute façon. Ils étaient 2-3 coachs. Et un au bord, le team manager au bord et un dans l'eau. Et donc, je remontais à côté, il me dit, ah, faut que tu gagnes, vas-y, et tout. Je dis, bon, mais faut vraiment que je gagne. Dans ma tête, je dis, putain, mais deuxième, ça devrait passer, mais bon, s'il me dit, faut que je gagne, je vais pas essayer de faire deuxième. Et je suis sorti de l'eau et là, je sais plus qui est arrivé. Il dit, putain, mais si t'avais fait deuxième, j'ai fait troisième. Si t'avais fait deuxième, t'étais qualifié. Je crois que le deuxième, il avait 2-3 points. Il me fallait un 2 ou un 3 pour faire deuxième. Ouais, genre, fallait que tu te lèves, tu mettes un demi-turn et c'était réglé. C'était réglé. Et là, c'est pas possible. Je rentre à la maison, je calcule, je dis, mais non, si j'avais fait deuxième, j'étais qualifié. Je dis, mais je vais pas perdre à Pipe parce qu'on sait comment c'est dur, Pipe. Et pas me qualifier comme ça, j'étais là, mais c'est pas possible. Ça me travaillait, j'étais fou. Et ça devait mettre l'ambiance un peu tendue avec le crew Volcom, tu devais leur en vouloir un peu. Après, c'est fait comme ça, je leur ai rien dit, ils m'ont rien dit, c'est passé, quoi. Continue, je n'étais pas coach avec eux, mais là pour la compète. Et du coup, heureusement, j'ai fait Carapipe. Et je me suis requalifié. J'ai eu que des bonnes séries, tout s'est bien passé. Donc, ouais, je crois que c'était une série à 3 avant, je sais plus quel tour c'est. C'était au round 3 ou au round 4. Au round 4, peut-être, du CT avant, c'était à 3. Ah oui, il repassait à 3, il y avait un non-loser hit au milieu Kelly de et Jesse Mendes. Et il fallait que je passe cette série et j'ai gagné. Et j'ai gagné cette série et là, je savais que j'étais qualifié. J'ai passé une meilleure nuit qu'après Sunset. Et ça fait quoi de performer à Pipe? Parce que c'est quand même une des compètes les plus légendaires. Donc, de décrocher ta qualif sur c'était la dernière vague la plus légendaire. Bonne fin d'année, j'ai fait 2 au Portugal et là, je fais 3 Sunset et à Pipe, c'était Pipe en plus. Il y avait 3 mètres et c'était les gauches et j'ai eu plein de bonnes vagues. Toutes mes séries, j'ai eu des bonnes vagues et même en quart, quand j'ai perdu contre Julian, j'ai eu un 9 à la fin. J'ai perdu de pas beaucoup. C'était incroyable. C'était vraiment performer à Pipe, c'est la compète la plus dure au monde contre les meilleurs surfeurs au monde et tout s'était bien déroulé avec la pression de la qualif, plus de celle que j'avais pas passée dans le QS. J'étais un peu blasé, mais j'étais dans un bon mood de fin d'année là, donc ça a bien continué. Tu le disais tout à l'heure, alors c'est plus le cas maintenant, mais avec le cut et le nouveau système, mais tu pouvais te requalifier donc via les QS. Enfin, te qualifier via les QS ou te maintenir via le CT. À partir de quel moment, quand tu es dans une année un peu difficile, tu décides d'aller faire des QS et de
de te dire, OK, bon, là, faut que je joue sur les deux tableaux, je peux plus rester concentré que sur le CT? Je m'étais dit, je me suis qualifié, c'est bien, mais je voulais vraiment essayer de me requalifier par le CT pour me prouver que j'étais capable. Mais j'étais quand même allé faire les QS au cas où. Ça prend, enfin. C'est genre milieu d'année, au mois d'août, où tu commences à te dire. Je les avais fait. J'avais commencé, je crois que la première année après, moi, c'est plus facile. J'avais Maud qui faisait les compètes, donc je suis allé avec elle. Et après, je suis allé à Balito. Mais Balito, c'est avant JB, donc, sur le passage, j'étais allé à Balito. Et donc, j'avais fait les primes. J'avais fait que les primes. Au cas où, genre, au début, je l'avais fait, ouais. Donc, cette deuxième année, tu te requalifies via le CTA Pipe. Donc, objectif atteint. Tout va bien. Et t'enquilles donc sur ta troisième année de WCT. Donc, c'était 2019, c'est ça? Ouais. Et là, un peu plus compliqué. T'arrives dans cette même situation à Pipe où t'as besoin d'un résultat. Et t'es face à Kelly. Et t'es en train de le fumer. Et là, il te fait une Kelly. En gros, il te sort une vague de derrière les fagots qui était une fermette au départ. Ouais. Ouais, il y avait que des gauches. J'étais focus sur les gauches et j'étais premier de la série, donc j'aurais pu le bloquer à l'en droite. Mais je suis pas vraiment souvent dans cet état d'esprit. Donc j'aurais pu y aller pour juste le bloquer et peut-être ça aurait tourné la série, mais la gauche était bien. Je suis reparti en gauche, je lui ai laissé la droite. Ouais, puis tu t'es mis un bon barrel en plus sur la gauche. J'ai gauche. amélioré mon score. Donc j'avais la prio, sauf que je suis sorti du barrel. Je les ai vraiment entendus hurler. Je me suis dit, ça c'était pas pour moi. Et Kelly a pris un close-out, il a fait un 10. Je pense qu'il y a que lui qui l'aurait sorti, mais c'est vrai que j'aurais pu, en stratégie pure et dure, je les vois, les mecs, dès qu'ils sont premiers, ils bloquent le deuxième. Mais bon, là... Après, d'un sens, tu l'avais bloqué parce que t'étais parti sur la gauche et que t'as amélioré ton score, donc tu pensais... Ouais, mais lui, si je tournais à droite, je lui bloquais la droite. Ouais. Et j'aurais presque pu lui mettre une interf. Mais bon, je sais pas. J'aime pas les jeunes là qui sont que dans ces stratégies-là. Moi, je suis plus dans il y a une bonne gauche, j'y vais. C'est sûr que des fois, ça paye pas, mais des fois, ça paye aussi. Donc, maintenant, il y en a plus qu'ils font leur score. Dès qu'ils sont premiers, ils restent à côté du deuxième toute la série. Ils ne te lâchent plus. Et ils prennent toutes les vagues que tu veux et ils t'empêchent de surfer et ils font leur surf comme ça. Ils vont même pas sur leur spot où ils pensent qu'il y a les bonnes vagues. Ils restent qu'avec le deuxième, plus pour bloquer. Ouais, c'est des nouvelles stratégies. Enfin, pas nouvelles, mais c'est à la mode en ce moment et moi, j'aime pas trop. Là, je l'ai pas fait. Donc, au final, je regrettais pas mon choix, mais c'est sûr que si j'étais allé en droite, j'aurais peut-être gagné la série. Et cette année 2019, un peu difficile parce que c'est la même année où tu te blesses au Portugal, tu prends un wipe-out dans les rochers. Et ouais, j'étais pas trop mal sur le QS et sur le CT, j'étais bien avant la France. Je pense que j'étais dans les 22. Et j'étais beaucoup mieux que les autres années presque. Et en fait, je suis allé, en sortant de la piscine à vagues, je suis allé au Portugal et j'étais hyper bien. Je surfais hyper bien toutes mes séries et je faisais des free surf. J'avais Andy Benetrix qui était venu avec ma voiture d'ici. Donc votre caméraman ici. Ouais, et qui était venu pour filmer, mais il m'avait amené toutes mes boards pour Osegor. Comme ça, en même temps que je faisais la compète du QS, je pensais à Osegor et j'essayais mes boards. Et on filmait, on était allé à Péniche, on avait eu des putains de barrels. Après, on avait surfé Cochos, grave, on avait des bonnes images. Et là, en sortant de ma série de Ribera, je me dis, je vais aller prendre quelques vagues à la gauche de Pedra Blanca. En face de Cochos, ouais, c'est ça? Ça ressemble à celle au sud de Ribera, à la petite gauche sur le riff. Et ça ressemble aux gauches dans le courant ici. Et elle s'était bientôt. On fait une petite session fun, et ma board, elle marchait grave. Et là, il y a une vague un peu plus grosse qui arrive et j'arrivais de Tupo. Ça va. J'ai pris des boîtes et j'ai réussi toutes mes vagues à Tupo. Je suis parti sous lip et j'ai pas accroché. Je suis parti à le lip et je suis tombé tout le côté gauche dans les cailloux. Je pouvais plus bouger. Mon bras, il flottait tout seul. Et j'étais avec Thomas Amalem à l'eau qui était là et il coachait Marc. Mais il me dit ça va et j'essayais de lui faire ça. Mais j'étais là, non, ça va pas et tout. Mais il voyait pas. Et en fait, j'arrivais même pas à lever mon bras. Et en fait, je pouvais plus bouger. Il m'a sorti de l'eau. Et je suis à l'hôpital, je faisais que j'ai la main, j'avais rien de cassé, mais j'avais le muscle de la cuisse coupé, il a enfoncé, il y avait plus rien, j'avais plus de quadrille.
J'avais un énorme trou à la tête, j'avais pas vu, je vais me doucher. Comme je peux, j'arrivais plus à bouger. Je mets l'eau sur la tête, je pisse le sang, je mets ma main, j'avais le doigt qui rentrait dans la tête. C'est une blague. Et en fait, j'avais une entorse à l'épaule. Du coup, je suis rentré, je me suis dit, non, mais je suis obligé de faire le sit au Segor, donc je l'ai fait comme je pouvais, mais en fait, moi, je pouvais pas surfer. Et après, à Hawaï, ça allait un peu mieux, mais bon, j'avais toujours ma jambe gauche, elle avait plus de quadrille, donc je surfais, mais bon, à 50%. Et t'as dû déclarer forfait aussi pour les championnats du monde au Japon. Ça, c'est l'année d'après. Ah, c'est pas cette année? Non, c'est l'année d'après. Ok. Et ah non, c'est cette année-là. C'est cette année-là où t'as pas pu aller au Japon. Ouais. Mais le Japon, c'était avant cet accident. Ouais. Je galérais à mon dos et je pouvais plus bouger en rentrant de Pantine. Justement, je voulais faire CTQS en même temps. Et c'était trop, j'en pouvais plus. Je pouvais plus bouger. Je suis rentré de Pantine et la route, les avions enchaînaient les deux. Du coup, j'avais trop mal au dos, j'ai pas pu aller au Japon. Mais c'était juste avant. Après, il y a eu Japon, piscine à vagues, Ericeira, et c'est là que je me suis blessé. D'accord. Et du coup, à pipe, ça va, c'était que des tubes, ça allait, mais en manœuvre, je n'avais pas tourné. Non, ouais. pas vraiment. J'avais plus de force dans la jambe arrière. J'ai fait un test au CERS et j'avais moins de la moitié de la force de la jambe de droite. J'avais plus aucune force dans la jambe. Du coup, après, j'ai dû faire une réduc quand il y a eu le Covid. D'accord. Le Covid, là, dans la cabane, j'ai fait des squats. J'ai fait un peu de vélo, mais faut pas le dire. Parce que du coup, ouais, tu sors du World Tour à ce moment-là. Il y a le 2020, il y a le Covid qui bloque tout dans tous les cas pendant, je sais pas, un an, plus d'un an, un an et demi pour les compétitions, ouais. Et là, autre coup dur, et je sais pas si c'est la conséquence du Covid ou d'autres choses, tu vas nous le dire, mais tu t'arrêtes ta collaboration avec Volcom. Ouais. Dès qu'il y a eu le Covid, il y avait une clause. La clause de Dieu, là. Force majeure. Ouais, c'est ça, ouais. clause of God, ouais. Et voilà. J'ai eu un appel et Volcom fini. Et du jour au lendemain, comme ça, il t'appelle, ouais, c'est terminé. Dès qu'on a été en confinement. Et là, il restait combien de temps sur ton contrat? Il restait un an. Il restait un an. Ouais. Du coup, t'as bataillé, ça s'est passé comment? Ouais, en vrai, j'ai pris un avocat parce qu'il me dit c'est fini et t'auras rien de payé. Et j'ai pris un avocat et l'avocate, elle m'a dit, ah non, mais ils peuvent pas te virer comme ça, en fait. Parce que la clause de Dieu, c'est valable aux États-Unis, mais c'est pas valable en France, je crois. Ouais. Elle m'a dit, si tu vas au tribunal, tu gagnes. Donc, ou tu trouves un arrangement avec eux, ou on les met au tribunal. Et après, je l'ai rappelé, je dis, en fait, non, moi, je veux continuer et je veux avoir mes sous. Là, comment? J'ai dit, j'ai un avocat et j'ai le droit à mes sous, donc ou vous me payez, ou on va au tribunal, ou on trouve un accord. Et on a trouvé un accord, ils m'ont payé un peu, pas la totalité, ils m'ont payé un peu et je les ai pas mis au tribunal. Ok, et là, tu voyais ça avec l'Europe ou avec l'international? Je passais avec Guillaume d'Artenuc. D'accord, mais vous étiez bien potes, ça devait pas être évident. Ouais, on est restés potes. Il n'y a pas eu de guerre, c'était pas lui, c'était les US qui décidaient. Donc je voyais avec Guillaume et c'était lui transférer aux US. Oui, il était un peu de ton côté, il essayait de te back-up, non? Je crois qu'il a pas eu le choix, ils ont dit c'est fini. Quand ils décident quelque chose, tu peux plus. Et du coup, en vrai, j'aurais pu les mettre au tribunal, mais on a trouvé un accord et au début, ils ont dit ok, en fait, tu gardes ton sticker toute l'année, on te paye un quart ou je sais plus combien. Et je suis là, non, je veux tant et plus de stickers. Et ils ont dit OK. D'accord. Et tout à l'heure, tu disais qu'avec du recul, tu avais été un peu déçu de la collab avec Volcom par rapport à ce que tu avais pu avoir chez Quick. Et tu as même dit que tu serais bien resté chez Quick si tu avais su. Ça tenait à quoi? J'étais parti en pensant à un numéro 1, être plus poussé. Et ça s'est pas vraiment passé. Mais après, ça s'est bien passé. J'ai pas eu de pression, de résultats, rien, ni de contrat. On a toujours continué nos contrats. Il y a un truc qui m'a toujours choqué, c'est que sur les films qui sortaient, que ce soit Psychic Migration ou même celui d'après, je sais plus, où il y avait une première ici, t'as jamais eu ta part en fait. Je crois qu'il y en a un où t'as 2 ou 3 vagues, mais t'as pas eu la visibilité que t'aurais dû avoir par rapport à d'autres gars du team qui étaient même pas sur le tour, mais qui ont quand même leur part. Ça, c'est un truc, comment ça se passait? C'est quelque chose que l'Europe ou même Guillaume d'Artenic essayait de pousser, ou c'est les mecs du Global qui décidaient qui figurait ou non sur leur vidéo? Je pense qu'il essaie de pousser, j'espère. Mais ouais, je sais pas, c'est ça qui m'a un peu déçu, quoi. J'étais pas dans les films, j'étais pas dans les campagnes.
j'ai pas été poussé comme je pensais. Bon, après, c'était dommage, c'est eux qui investissaient. Moi, bon, au final, je faisais quand même ma vie, j'étais payé, donc c'est pour lui et pour moi, c'est pour eux et pour moi, mais Ouais. donc ils m'ont pas poussé comme j'aurais aimé, mais après, moi, ça me changeait rien au quotidien. J'étais Ouais. ici, je surfais. Je veux pas me plaindre, mais quand j'étais jeune, ça aurait pu plus booster ma carrière. C'était plus quand j'étais jeune. Après, quand j'avais 27 ans, moi, ça m'était égal. Je préférais rester ici. Mais quand j'étais jeune, ça aurait pu me pousser et peut-être plus booster ma carrière, ce que je voulais faire en partant de Quick, et ce qui est pas du tout arrivé. Ok. Et genre, quand il y avait des films, des tournages de films, t'étais au courant pour soumettre des images ou même Non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai pas été conduit dans les films, ni les campagnes. Après, bon, moi, ça changeait rien à mon contrat et mon envie de faire les compètes. Mais c'est vrai que ça aurait peut-être un peu plus boosté mon image, quoi. Bon, après, quand tu regardes, ça concerne pas que Volcom, toutes les marques européennes et les riders européens. On parlait d'un Duvi chez Rip Curl, il a pas eu la visibilité qu'il aurait dû avoir par rapport à d'autres. Et c'est vrai pour quasi toutes les marques, en fait, à part un Jérémy, mais c'est à part, tu vois, même. Non, il y avait que quand Pierre était chez Quick qui poussait les riders français. Il y a eu que cette époque. Après, depuis, puis moi, je le vois à mon niveau, tu vois, quand je bosse pour des marques, t'as beau avoir ton rider français qui cartonne, obtenir des pro modèles, obtenir des choses comme ça. C'est des fois t'as des riders US ou des riders australiens qui ont plus facilement des pro modèles que ton rider français qui, si tu regardes le classement et le niveau de surf, est au-dessus, quoi. Ouais. Et ça arrive souvent. Ouais, c'est dur. Il faut qu'on continue à montrer qu'on est là, mais même, bon, peut-être petit à petit, ça va mieux, mais. Ouais, ça va mieux. Il y a des, on va dire que je pense Internet internationalise un peu le profil des surfeurs. Ouais, c'est ça. Et donc, on en revient à la situation, là. T'es plus sur le tour. Là, avec Volcom, c'est fini. Bon, les compètes sont un peu en stand-by avec le Covid, mais ça va repartir. C'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? Est-ce que c'est direct d'aller rechercher une qualification ou t'envisages peut-être un tournant dans la carrière? J'en ai eu un peu marre, en vrai. J'étais ici, je surfais moins, en fait. Non, je surfais que quand il y avait des bonnes vagues. Okay. J'allais plus surfer. Heureusement, je fais beaucoup de vélo, donc j'allais faire du vélo. Dès que c'était moyen et vague, je vais faire du vélo. Et j'ai perdu la motive compète. Enfin, pas de surf, je surfais dès que c'était bien. J'adore surfer, mais quand il y a des vagues, j'allais pas surfer comme aujourd'hui où là, je sors de l'eau, il y a 20 cm pourris. Mais... Donc, quand les compètes ont repris, je suis allé, mais j'avais plus du tout le truc. Je me suis mis au jiu-jitsu, je kiffais au jiu-jitsu, surf un peu et beaucoup de vélo. Et j'ai fait les compètes en Europe, c'est pas du tout bien passé. Je suis sorti ma dernière compète, j'ai pris une vague, je suis resté à genoux. Je me suis même pas levé. Et là, je suis arrivé au bord, je suis là, c'est vraiment la fin. J'ai même pas envie d'essayer. Ça m'était jamais arrivé. Et j'étais là, tant mieux, je rentre chez moi, que je vais pas encore faire une compète dans 20 cm. De toute façon, j'ai plus de sponsor. Et en fait, après, j'ai eu un appel de Santiago qui avait repris Dockers, qui cherchait un rider. Et du coup, il m'a sponsorisé chez Dockers. Et après, du coup, j'ai recommencé à faire les compètes un peu. C'est pas hyper bien passé. Je suis arrivé au championnat du monde ISA parce que j'étais qualifié du CT, mais sinon, j'aurais même pas... Enfin, dans cette année-là, j'avais pas eu de résultat, mais c'était par rapport à 2019. Les ISA ont été décalés. Ouais, c'est ça. Oui, ça devait être les ISA 2020 en 2021, donc l'équipe était faite, quoi. Donc, mais en plus, au début, j'entends, c'est quelqu'un qui va aller. Je sais, mais attends, c'était moi. En fait, ils se sont trompés. C'était les résultats 2019. Et là-bas, je suis arrivé, un peu comme à HJB, direct, je me sentais bien. La puissance de la vague, ça m'allait grave et direct, j'ai bien surfé, tout se passait bien. J'avais même plus de planche, en fait, parce que j'avais pas de commandé de planche depuis. Donc, dans la chambre d'amis, je regarde avant de partir, je dis, mais il y a une planche, moi, elle m'avait fait la tête d'Andy Irons en déco et elle était un peu fine, la planche, donc je l'avais laissée en déco. Je dis, putain, il me reste une planche, trop cool. Je pris cette board et je me lève dessus là-bas, elle était grave. Je dis, elle est grave, la vague, elle me va bien. Et comme ça, j'ai gagné. Et au final, ça m'a relancé grave au moment où j'allais arrêter, je pense. D'accord. Ouais. Au moment où tu y arrivais sans pression, sans objectif, en toute détente, et là, tu gagnes. Il y avait l'anniversaire de Mode, là, la veille que je parte, je crois. On a fait la fête.
Et au bout d'un moment, mon pote de Sky, il me dit « Ah, t'es motivé, tu vas représenter la France ?» Je lui dis « Je suis sorti de la dernière compète à genoux, là, j'en ai vraiment marre. » Il me dit « Tu fous ma gueule, tu vas te représenter la France, tu vas fracasser. » Et là, après, le lendemain, je suis sur la route, je fais là « Putain, c'est vrai, il a raison. » Et je suis allé là-bas et c'est reparti pour un tour. C'est quelque chose d'important pour toi, les ISA, représenter la France, tu vois, le surfer pour le drapeau, les choses comme ça? Ben ouais, carrément. J'adore représenter mon pays. Depuis tout petit, on va aux ISA. Et c'est un moment différent. On surfe pour l'équipe, pas que pour nous. Mais c'est une compète à part qui est top. Bon, après, maintenant, il y a des places pour les JO, donc ça devient un peu plus perso. Ouais, justement, j'allais y venir. J'ai vu ça dans les autres clans, mais nous, on n'avait pas de place pour les JO. Parce que Michel et Jérémy étaient qualifiés, donc c'était vraiment... on surfait pour s'amuser. Enfin... Et justement, il y a eu tout un truc à ton sujet pour les JO, c'est-à-dire qu'il y a eu des blessés, c'était la période Covid, il y en a qui pouvaient pas, ils étaient positifs au Covid, bam, ils ont été évincés des JO. Et donc toi, tu étais champion du monde en titre, ISA, qui organise les Olympiades surf. Il y a eu pas mal de mouvements sur les réseaux sociaux pour que tu ailles aux JO, et tu n'y as pas été. Tu l'as vécu comment? Ben, en fait, ils avaient dit dans le CT, quand on était dans le CT, on avait des meetings comme quoi on était obligé de faire les ISA. Mais l'ISA du Japon, j'avais le dos bloqué, je pouvais pas, donc j'ai fait un certificat. Mais ils avaient dit qu'il fallait vraiment y aller, qu'il fallait vraiment des... Sinon, ça allait être compliqué d'être exempté. Donc j'y suis pas allé, j'ai envoyé mon dossier comme quoi j'étais blessé. De toute façon, je pouvais pas y aller, j'ai pas trop réfléchi au JO dans 3 ans. C'est dans 2 ans et je suis pas allé, blessé. Et après, donc, j'étais que remplaçant, donc, de toute façon, ça va réimpacter. Donc, il y avait Jérémy et Michel. Et après, aux ISA l'année d'après, il y avait, ça a décalé d'1 an, il y avait le Covid. Donc, il y en a plein qui sont pas venus, mais Joanne Defel est pas venue parce qu'elle était blessée. Il y en a plein qui sont venus, mais qui ont fait une série qui sont partis, ou qui n'ont pas fait de série. Du coup, je me suis dit, et après, j'ai gagné. Et en fait, je me suis dit, je serai toujours dans les remplaçants parce qu'il y en a plein qui sont pas venus. Je vais jamais être... Et vu qu'en fait, j'étais le seul dans les remplaçants du CT de l'année d'avant, pour faire exemple, ils m'ont enlevé de la liste de ceux qui pouvaient aller au JO pour faire un exemple comme quoi ceux du CT, vous êtes obligés de faire les JO. Alors toi, c'est parce que tu étais blessé que tu n'y avais pas participé. Mais les mecs ont fait des dossiers énormes. Moi, j'ai envoyé mon certificat de mon médecin de Cabreton. Tu vois, j'ai pas fait un énorme dossier comme tout le monde fait. Ok. Mais j'étais remplaçant et j'ai pas pensé, je sais pas, j'ai fait mon dossier, j'ai envoyé mon certificat, quoi. J'ai pas été faire des mythos de dossiers énormes. Ouais, puis t'as pas surcommuniqué sur ta blessure aussi, comme certains qui ont surcommuniqué autour de leur blessure. Le problème, c'est que t'es obligé d'avoir un représentant de surfeur, et c'était Justine Dupont, et pendant la réunion, ils l'ont enlevé. Ouais, ils lui ont parce dit. qu'elle est française et elle avait pas le droit de me représenter. Sauf qu'elle me l'a pas dit, que personne m'avait représenté. Donc c'était longtemps avant que j'avais été enlevé, que j'avais pas le droit de les faire, mais je le savais pas parce qu'elle m'a pas dit qu'elle avait été enlevée de la Réunion et j'avais été enlevé des surfeurs qui n'auront pas le droit d'aller au JO. Donc j'ai été à la réunion de tous les mecs sans représentant de surfeur en fait, ce qui normalement est interdit. T'es obligé d'avoir un représentant de surfeur. Elle aurait dû dire à une autre surfeuse qui m'a dit ça plus tard, une fois que j'avais fait tout mon scandale sur Instagram. Qu'elle aurait dû dire à une autre surfeuse, il y avait, je sais plus qui c'était à l'époque, moi je sais plus, bref, que l'autre représentante aurait dû me représenter. Donc j'ai été le seul surfeur sans représentant de surfeur à cette réunion pour décider si c'est le dossier passé ou pas. Ouais, donc t'as eu tout un concours de circonstances. Et au final, vu que j'ai gagné, on a eu le droit à une 3e place en France, mais je sais pas s'il y avait cette règle ou pas, donc j'aurais pu y aller si j'avais pas été... Alors, maintenant, c'est si l'équipe gagne. Parce que la France, en fait, c'est pas l'individuel, c'est si l'équipe gagne. Et qui était le cas, la France a gagné. Personne connaissait cette règle, aucune équipe. Et en fait, donc, j'aurais pu avoir ma place, parce qu'on aurait eu le droit à une 3e personne. Et j'étais le premier du CT après à pouvoir y rentrer. Donc, personne n'est au courant, sinon les Brésiliens l'auraient fait à fond pour gagner une 3e place. Ça devait être Felipe. Ouais. Personne n'est au courant de cette règle. Et vu qu'on a gagné, on aurait le droit à une 3e place et j'aurais pu avoir ma place. Et donc, là, tu l'as découvert après? Ouais. Ok. Merde. C'est dingue que personne ait levé le truc plus tôt. Mais personne. Donc je sais pas s'ils ont fait cette règle au dernier moment ou on sait pas. On n'a pas trop. Après je sais que
La Fédé a bataillé, ont pris un avocat et tout ça pour essayer de me faire sauter le truc. Même Justin m'a dit, faut que t'appelles Fernando pour t'excuser parce que tout le monde a reposté ton truc, Fanning et tout, ont commenté c'est quoi ce truc. Je dis, mais je m'en fous, moi. C'est comme ça, je l'ai fait, j'ai rien reposté, je vais pas m'excuser. Ouais. Mais t'auras des problèmes pour les prochains ça, je m'en fous. Je vais pas l'appeler pour m'excuser, j'ai rien fait, j'ai juste fait un post en expliquant ma situation. Et juste remporter le titre de champion du monde. C'est ridicule parce que quand tu penses, les ISA, ils bataillent depuis 20 ans pour avoir la crédibilité de leur tour par rapport à la WSL, et avant l'ASP. Et en fait, leur champion du monde, ils le mettent pas dans les JO, donc c'est un peu décrédibiliser ton championnat du monde que t'organises. Ouais, c'est compliqué sur la scène parce qu'ils internationale. essayent de se associer à LCT. Donc, bon, après, on est au courant des règles. On sait que c'est d'abord le CT. Et si t'as 2 surfeurs français dans le CT, qui sont dans le top, je sais plus, ça doit sortir dans les 15 ou en descendant, là. Top 10, je crois. Ouais, top 10. Mais vu qu'il y a 4 Brésiliens, tout ça, ça descend. Ouais. Du coup, il y a plus d'autres places pour des Français. Donc, je le savais. Je l'ai pas fait pour me qualifier, quoi. J'ai fait pour représenter la France. On finit par gagner. Donc, c'était cool. Mais au final, il y a cette place de 3e place qui s'est ouverte parce qu'on a été champion du monde, qu'on n'était pas au courant. Et là, t'es merde, c'est mon dossier qui est pas passé. Pourquoi le mien alors que personne n'a fait la compète au Salvador? C'était le cas de John John n'a pas fait la compète. Il y en a qui sont arrivés. Il y a du Covid. C'était même pas du vrai Covid, c'était des faux tests. C'était les Françaises en plus. On repart. Les mecs ont atterri, ils sont repartis. Ouais, voilà, il y en a qui ont aussi fait ça un peu pour qu'on jouait le jeu, genre comme tu disais, qu'on fait une série et qui après volontairement laissaient la place aux autres et se barrer sans terminer la compète. Ouais. Ça a été un moment, ils sont quelques-uns à avoir fait ça. Les Italo, il a fait ça, Medina, il a fait ça. Ouais, tous les CT presque. Carissa Moore, elle a fait ça. Et c'était une forme de contestation aussi un petit peu du fonctionnement, du règlement. J'étais là, mais attends, moi je l'ai pas fait il y a 4 ans, je suis remplaçant, ils vont jamais m'enlever des remplaçants. Si, comme ça, ils ont confirmé leurs règles sans trop impacter tous les mecs du CT et là, qui sont plus connus. Donc, du coup, en 2023, on est à un an des JO de Paris. Tu te positionnes comment par rapport à ça? T'es énervé, tu veux plus les faire ou tu veux quand même... Non, au contraire. Ouais. T'es énervé, tu veux les faire. À l'époque, c'était les premiers JO au Japon, ça m'avait pas trop motivé non plus. Et là, c'est en France, à Tupou, et là, j'ai vraiment envie d'y aller. C'est pour ça que je continue les compètes. Sinon, j'aurais arrêté, là, à cette époque-là. J'ai fait champion du monde, mais après, j'ai fait les primes, mais j'ai rien fait. Et j'étais plus motivé. Et là, je me suis dit, il y a les JO, quand même, si je pouvais arrêter ma carrière aux JO, ce serait incroyable. Et là, ça fait depuis l'an dernier, là, que je suis reparti à fond et que je donne tout pour... Voilà, j'ai essayé de me qualifier l'an dernier dans le CT, s'il y avait une place par le CT. J'ai pas réussi. Au final, j'étais remplaçant et à la fin de l'année, j'étais de mieux en mieux, j'étais pas loin. Et là, ça commence à aller mieux. Donc, là, cette année, là, je suis reparti pour essayer de me qualifier maintenant pour les ISA et gagner ma place par les ISA. Donc là, cette année, il y a les ISA qui vont avoir lieu le mois prochain. Ouais. Ou au mois de juin. Début juin. Ouais, début juin. Donc là, je me doute que tu vas tout faire pour rentrer dans la sélection. Et ouais, c'est pour ça que je m'étais requalifié pour les challengers par les challengers de l'an dernier. Mais j'ai refait l'Europe là parce que dans la feuille de route pour la qualif pour les ISA, il y avait les Européens. Donc j'ai été faire les compètes là, j'étais au Portugal. Et là, il y a les challengers aussi jusqu'à Snapper. Donc là, je vais à Snapper et essayer d'être dans les meilleurs français pour gagner ma place pour les ISA, ouais. Et on se dit que, suivant certains Français, il y a quand même médaille à jouer au JO. Pour toi, quelle serait l'équipe de France idéale au JO? Avec toi dedans, bien évidemment, je pense. Je sais pas s'il y a quelque chose d'idéal, hein, mais j'aimais bien notre équipe, Jérémy, Michel et moi à l'époque. Mais maintenant, là, ils sont... Je sais pas si Kaoli là, c'est Kaoli qui est en haut en ce moment, qui a fait 2e à Tupou, c'est compliqué de pas compter sur lui. Ouais. Et tu parlais donc de tout ce programme olympien. Toi, tu es dans la liste des sportifs sélectionnables pour les JO et vous avez signé comme une charte où vous devez vous rendre disponible à fond pour tous les contrôles antidopage.
où vous devez donner vos disponibles, enfin, plus Mais- ou moins votre calendrier. Bon, moi, ça fait 6 ans que je le fais. Et donc, comment ça se passe, ça? Parce que tu sais jamais ton calendrier. En fait, moi, j'y suis depuis hyper longtemps. Normalement, ça dure 1 an ou 2 max. Et ça fait 6 ans que j'y suis. Donc, je sais pas si eux, ils y sont là cette année. Je sais pas qui ils ont pris. Mais ouais, donc tu dois dire tous les jours où t'es. Et tu dois dire tous les jours 1 heure. Genre, tu choisis 6 heures du mat. Entre 6 heures et 7 heures, tu dois être à l'adresse que t'as donnée. Et, Ça, tu t'y tiens à ça? ben, t'as pas le choix, parce que s'il passe 1 fois no show, 2 fois no show, et ça y est, 3e, t'es positif. Ah, du coup, ils considèrent que t'es positif si Ouais, tu fais pas le. ouais, si c'est t'es ce pas qu'a là. eu Tony Yuka. Hein. Il a eu 2 no show, 3 no show, t'es positif. D'accord. 2 ok. ans sans compète. Donc, moi, je sais pas s'il y en a d'autres en ce moment, mais je crois, j'ai vu, il y a Amy Mana et Pauline. Mais moi, ça fait 6 ans que j'y suis, j'en peux Mais- plus. Ouais, c'est C'est hyper. pendant le Covid, j'étais là, mais je fais plus de compète. Genre, je fais plus de compète, vous pouvez m'enlever. Et il m'avait baissé de niveau. Après, je suis remonté dans les athlètes sérieux. Et là, cette année, j'y suis encore, mais un peu moins strict. Je sais pas ce que ça veut dire, parce que je dois dire tous les jours où je suis. Et donc, c'est le matin. Enfin, Tu mets l'heure que tu veux. Mais je veux dire, tu dois le dire longtemps à l'avance. Genre, le 18 juin, je dois être Ouais, je serai à c'est tel pas en endroit. 3 mois. Si Mais tu c'est- remplis des trimestres. En tant que surfeur, c'est limite impossible. Bah ouais. Mais là, si demain matin je vais à la Mundaka, et il faut que, avant, je sais plus quelle heure c'est, avant 18h, que je dise demain, je pars à cette adresse. Donc, je serai là-bas entre 6 et 7. Ah oui, t'as quand même la possibilité de La modifier veille, la ouais, veille. tu peux ouais. modifier. Oui, Ouais, tu peux donc tu peux modifier partir quand sur tu- un swell ou tu un peux truc comme modifier ça. quand tu veux, mais il faut pas oublier. Et, Ouais, Mais c'est- t'as quand même le droit de surfer des 6 à 7. Non, non, s'ils viennent, t'es, Parce qu'ils peuvent se dire, ok, du coup, on vient à Mundaka. si tu mets ton adresse à Mundaka, il faut que tu sois entre 6h et 7h à Mundaka. Au pic. Enfin, il faut que tu donnes un hébergement de nuit, donc Ouais, ouais. à l'adresse où tu dors. Ok. Mais c'est pour ça qu'il faut pas Sacrément oublier. Et contraignant, des ouais. fois, ils viennent pas pendant 2 mois, donc t'oublies. Et là, demain matin, tu pars surfer je sais pas où, et merde, j'ai oublié. Et j'ai eu un au chaud. J'avais pas de sonnette à l'époque et je dormais la chambre du fond. Et ils ont tapé, j'ai pas entendu. Mon père, maintenant, je sais pas si c'est de sonner, il m'a mis des sonnettes. Ça réveille toute la maison. J'en ai une au-dessus du lit. Ouais, c'est contraignant. Tu m'étonnes. Mais normalement, tu le fais 1 an ou 2. Et moi, ils ont dû bien aimer m'avoir pas positif pendant toutes ces années. Je crois que depuis que je suis dans le CT, je le fais à l'année. Moi, je n'ai rien à me reprocher, donc ça se passe. Mais c'est sûr qu'il faut pas oublier de le changer. Ouais, c'est plus sans avoir rien à se reprocher, c'est plus la contrainte de devoir se tenir à ce que tu leur as annoncé il y a 3 mois. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu compliqué. Surtout pour nous qui sommes hyper organisés. Ouais, du coup, quand tu dis nous, tu parles de mode étoile, j'imagine. C'est intéressant de parler un peu de la relation que vous avez tous les deux. Tu disais tout à l'heure que ça fait plus de 10 ans que vous êtes ensemble. Alors, on a reçu Maud de micro. Elle nous a reçu à la même table l'an dernier. Elle a déjà parlé, elle, de cette relation. Mais tu peux expliquer un petit peu justement comment, en tout cas pour la partie surf et sportive, comment vous vous motivez? Est-ce qu'elle t'apporte? Et est-ce que dans les moments où tu étais un peu down et moins motivé, elle, c'était un moteur pour t'aider à garder la passion? Mais carrément, je crois qu'on s'est rencontrés en 2012. Et déjà, elle aime un peu, enfin, elle m'a complètement, elle mange bien et tout ça, ça m'a changé complètement mon alimentation, pour commencer. Mais après, c'est bien d'être un couple de surfeurs pro, c'est top, on va surfer ensemble et tout ça, c'est hyper simple, hein, et on se lève, on va surfer et tout ça, mais après, pendant les compétitions, c'est compliqué, on veut aider l'autre. Mais du coup, on met de la pression à l'autre. C'est hyper dur à gérer quand on est sur les compètes ensemble. Et de faire la part des choses entre, de temps en temps, la vie perso et puis les petits moments même de pression, de stress qu'il peut y avoir pendant les compètes. Ben c'est ça, on a les deux la pression, donc 2 séparément et les 2 ensemble. On a la pression pour nous et pour moi pour Maud, vice versa. Donc c'est dur à gérer. C'est vraiment un équilibre à trouver, mais c'est quand même compliqué en période de compétition. Après, quand on n'est pas en compète, c'est trop bien. On est tout le temps ensemble, on surfe ensemble, on voyage ensemble. On a fait un trip au Mentawai. À Hawaï, on va ensemble tout le temps. C'est incroyable. C'est la meilleure vie possible. Je pense pas que tu peux trouver mieux voyager avec ta femme et qui fait la même passion que toi. Puis nous, les deux, on adore ça. Donc, de surfer, ça nous rend plaisir, ça nous rend heureux. Donc,
c'est un lifestyle simple et sain. Ouais, ça facilite beaucoup de choses. T'as pas justifié de devoir passer 8 heures à l'eau, Ouais. parce que dans tous les cas, elle est à l'eau avec toi. Si. Quand je vais faire du jet sans mode avec Marc, là, c'est compliqué. Du coup, Elle est pas contente. Du coup, tu l'as un peu emmené sur le jet. Ouais, carrément, hein, parce qu'elle adore. Et du coup, là, je suis là, merde, je vais me faire engueuler. Et après, du coup, quand Marc il en a marre, je repars à mode. Mais bon, il faut que le vent ait tourné, qu'il en ait marre. Alors la pauvre, elle se chope le vent de nord. Et justement, tu parles du step-off, c'est un truc que tu fais beaucoup avec Marc et Maud. Et mode, hein. Ouais, et Maud. Je veux pas d'histoire. Ouais, non. Moi non plus, je veux pas d'histoire entre vous. Hein. Donc, t'en fais beaucoup. Il y a de plus en plus de jets. Il y a un peu de controverse aussi entre ceux qui rament, ceux qui font du jet et tout ça. Toi, comment t'appréhendes le fait qu'il y ait plus de pratiquants, plus de jets et aussi plus de rameurs? Ben ouais, nous on essaie vraiment d'y aller quand ça rame pas, parce que quand ça rame, on veut ramer. Mais donc je comprends, quand il y a des rameurs, il faudrait pas qu'il y ait de jet. Après, s'il y a des rameurs, il faut essayer que tout se passe bien. Parce que quand il y a un ou deux rameurs, ils sont contents qu'il y ait des jets, parce que c'est vraiment gros et que c'est quasiment pas ramable. Comme quand Kylian, souvent il se fait ramener, c'est un des seuls quand c'est vraiment gros. Kylian Guérin, c'est le seul qui y va et qui surfe, parce que tu peux y aller, rester au large, et c'est le seul qui charge et qui fait des putains de barrels. Des fois, il râle un peu contre les jets, mais au final, il est content quand il y a un jet qui le remonte, parce qu'il y a des fois, peut-être qu'il aurait pas passé la barre. Mais c'est sûr que si un rameur a une zone, tu peux pas y passer en jet. C'est la base, normalement. Il faut essayer de la garder, parce que si un rameur qui est prêt à partir sur une vague, c'est sa vague. Il y a pas de choix, quoi. Donc, il faut que tout le monde s'entende, parce que ça peut bien se passer, mais c'est vrai que maintenant, il y a vraiment beaucoup de jets et ils y vont quand c'est pas assez gros, donc ça fait des histoires vite et c'est chiant pour les rameurs. Donc quand c'est pas en dessous de 3 mètres, c'est compliqué d'y aller en jet, parce que maintenant, il y a beaucoup de rameurs, donc il faut respecter. Et justement, beaucoup de jets aussi, il y a une organisation à avoir sur le line-up, parce que ça peut pas être complètement l'anarchie avec des machines surpuissantes. Comment ça s'organise Ben ouais, nous on râle un peu à ça, parce que on va checker et il y a des vagues. En vrai, si tu veux surfer des culs jusqu'au penant, il y a des pics. Et souvent, nous, on choisit un caméraman, on check toute la matinée au meilleur endroit, on pose un caméraman genre au cul nu. Et avec Marc, on va passer notre session au cul nu, parce qu'on a le caméraman et on choisit ce pic. Et après, il y a les mecs qui arrivent, qui n'ont pas checké la mer, on les voit arriver à fond, et sur nous. Et on est là, mais attends, on est déjà 10 jets, il y a des pics partout, et on aimerait que ça s'étale un peu plus, parce que des fois, quand je vais à mode et que c'est super vénère, il y a tous les mecs sur un pic, on va au penant et on se gave et on est tout seul. Et elle chope des putains de vagues, mais bon, il n'y a pas de caméraman. Donc on est là, pourquoi vous venez vraiment sur notre pic, alors que même gardien, il y en a des meilleurs, et de toute façon, on va pas vous la laisser. C'est marqué, moi, sur le jet, pas sûr qu'on vous la laisse. Et du coup, ça s'organise comment? Il y a des prios, il y a des... Ouais, ben nous, on a la première prio, et après, ils se battent pour les deuxièmes et troisièmes. Et non, mais là, avec Sancho, du coup, il y avait le dernier sol, j'étais avec Marc et Sancho avec Sam. Et ça c'est mieux. Je pense qu'en fait, on a fait que se suivre avec Sancho. On se bataillait, tu la veux pas. On se mettait la pression, on lui mettait la pression. Il nous mettait la pression quand il était sur le jet, qu'on a rigolé. Mais je pense qu'on a pris un peu d'espace et les mecs s'en surfaient un peu à côté. Donc, ils se sont gavés au gardien. Et au cul nu, il y avait des meilleurs, mais il y en avait beaucoup moins. Donc, au final, on n'aurait pas pu être plus. Donc des fois ça se passe bien, mais des fois il y a tout le monde sur le même pic, et là c'est la guerre. Et c'est vraiment la guerre. Parce que là il y a combien de jets maintenant? 15? Vous êtes Ouais. 15 jets, ouais. Facile. Et ça commence un peu à s'écarter, donc mais c'est compliqué, parce que je pense qu'un jour ils vont essayer d'interdire, parce qu'on est dans la zone des 300 mètres. Ouais, c'était toléré, c'est toléré Ouais. jusque là. Mais donc je sais, tant qu'il n'y a pas d'accident, ça va, mais là avec le monde, tout le monde essaye de faire gaffe, on essaye de on veut faire une réunion pour essayer de régler un peu tout ça, mais bon, c'est compliqué, parce qu'en vrai, c'est interdit.
et tout le monde a le droit de surfer, mais c'est juste que des fois, il faut juste un peu s'écarter parce que coller au même pic. C'est ça qu'on essaye un peu de dire, quoi. Des grosses machines puissantes, ça sert à rien de... Ouais, et souvent, il y a des bonnes vagues à côté que nous, on n'y va pas parce qu'on a un caméraman, on essaye de bosser un peu en même temps. Oui. Bon, après, c'est l'océan, c'est libre et on peut pas contrôler, tout le monde est bienvenu, mais... Et en gros, tu disais, tu drops un caméraman donc sur la dune, là où t'as vu le pic. Ouais. Mais du coup, si le temps que t'ailles choper le jet et tout, ça vrille... C'est compliqué. T'es battu, quoi. Ouais. T'as pris la mauvaise... Des fois, on a le téléphone, on essaye de l'appeler et de le faire bouger ou quoi, on s'appelle. Et puis lui, il voit mieux les conditions depuis la dune que vous par derrière. Souvent, Fume avec Andy, on l'appelle, il nous dit, il y a eu plus de vagues là, on bouge un peu, mais on a quand même, on peut pas trop bouger. Oui, tu peux pas lui dire d'aller aux casernes d'un coup. Non. Ouais. Et c'est pour ça, mode, elle a pas eu beaucoup d'images à chaque fois parce que c'est compliqué. Il y a tous les mecs affamés là, on va un peu sur les côtés. Et le jet, vous le partagez avec Marc? Ouais, Marc, ouais. Ok. C'est votre propriété à tous les deux? Ouais. En vrai, sur le papier, c'est que le mien, mais il a payé aussi. Et justement, on parle de grosses vagues, on parle de jet. T'as déjà eu l'envie d'aller te frotter à des vagues un peu plus conséquentes? Carrément, Marc, pendant le Covid, là, qu'on avait plus de compète, il devait aller à Sancho à Nazaré. Ouais. Et après, je crois que ça a été bloqué, tout, ils l'ont pas fait, mais on était, on va aller. Enfin, moi, elle m'attire pas trop, mais j'aimerais vraiment essayer d'aller à Mulgamore. Ok. Donc, maintenant, il y a les JO, je me suis relancé pour 2 ans de compète, mais après ça, j'espère avoir un peu de contrat pour pouvoir profiter 1 an ou 2 de grosses vagues. J'aimerais vraiment. Là, j'allais le faire et je me suis remis dans la compète. Et plutôt à la rame alors? Ou jet? Les deux. Les deux? Ouais, c'est pas... S'il y a besoin du jet, on prend le jet. C'est pas une histoire de anti-jet, mais ouais. Si c'est ramable. Mais je suis plus surfer des gros tubes que... J'aimerais bien le faire en Europe que Nazaré. Mais Laurent, il fait que nous parler, que dire, Nazaré a une certaine taille, sa tube et tout. Mais moi, je trouve que ça clappe beaucoup. Mais il est à dire, ce tube, il est énorme. Ouais, mais l'autre, il a clappé. Mais je sais pas, pourquoi pas un jour essayer. Mais j'espère qu'on aura encore un peu de contrat pour pouvoir faire 1 an ou 2 de grosses vagues après. Ouais. Donc là, bon, tu nous as clairement donné une visibilité sur ton programme. Sur 2 ans, c'est compète, c'est objectif JO. T'as un objectif CT aussi? Ben, en finale, genre les CT et moins. C'est plus que c'était une porte de qualif pour les JO parce que j'ai l'impression que j'ai fait des belles années. Il y avait Fidji, il y avait pas de cut, il y avait des belles compètes il y a beaucoup moins. Il y avait la France, il y a même plus. Je fais les challengers en mode je veux me qualifier, mais c'est pas du tout un objectif. J'ai même pas envie de faire la finalité, c'est les JO, c'est pas tant de CT. Les JO, je regarde les CT, je suis content de pas y être. Tu les suis encore quand même tous? Ouais, et là, j'ai tout regardé. Et là, il y a eu des belles séries que j'étais à Péniche. Je suis arrivé, ils ont lancé. Je suis mais attends, mais c'est les pires conditions que sur EQS. Ouais, là, on précise que pendant qu'on enregistre, c'est Margaret River. Ouais. Et Margaret, là, j'ai regardé, c'était top. Mais là, c'était à Péniche, ils ont lancé dans les conditions pourries pour pouvoir faire un bon jour. Ça me donne vraiment plus envie. Pipe, c'était pas fou non plus. Non. Sunset, c'était pas dingue. Pipe, tu sais jamais. Sunset, c'est Sunset. Je trouvais que c'était bien en QS, mais en CT, c'est une vague, j'adore, mais faire une compète, la performance, compliqué. Donc, je trouvais que c'était une vague super pour les QS. Et après, il y a Bells, Margaret, c'est des bonnes vagues, mais ça fait pas rêver, en vrai. Tu vas pas en surf trip. Alors qu'avant, il y avait Snapper, c'était grave. Après, tu faisais Bells, Margaret par des bonnes vagues. T'enchaînais Fidji, c'était le Dream Tour qui l'est plus, je trouve. Donc, c'est pas, si j'y vais. Si j'y vais pas, tant mieux. Ok. Et du coup, ça nous amène après 2024, peu importe ce qui se passera, et on te souhaite d'avoir ton ticket d'entrée pour les JO. Tu vois ça comment? Tu te vois de continuer une carrière de free surf avec des sponsors comme Dockers si vous suivez ou quoi, ou tu basculerais sur autre chose? Et si c'est le cas, vers quoi? Est-ce que tu as déjà des idées? Ben non, j'aimerais bien faire 1 an ou 2 de grosses vagues. Ouais, j'arrive pas. Normalement, à part si je change d'avis d'ici là, je vais arrêter les compètes après les JO. Et si je peux me faire 1 an ou 2, si les sponsors suivent de bonnes vagues et de faire des gros barrels, même ici, essayer de faire
meilleur barrel de ma vie en France. Même juste de ça, il faut y passer du temps. Là, j'ai toujours pas réussi. Chaque hiver, je me dis, j'ai pas eu vraiment le barrel que je voulais. Je loupe les swells et tout, donc j'aimerais être plus là pour les bons swells et pouvoir bouger sur des swells ailleurs que j'ai pas le temps du coup. Parce que là, ça fait un moment que j'ai pas fait de surf trip sur des swells, j'ai plus le temps. Donc si je peux prendre un an ou deux à faire ça, et après, j'espère pas, mais il va falloir bosser. Et là, pareil, t'as déjà des idées? Je sais pas, est-ce que le coaching, des choses comme ça, c'est des choses qui te brancheraient? Carrément, on a commencé à passer notre BE là pendant le Covid, on a presque tout validé, il manque... Avec qui quand tu dis on? Avec Mode. Avec Mode? Ouais. Il y a Marc aussi, il fait partie du couple. Il aimait bien loin. C'est votre enfant. Et il nous manque un tiers à peu près, donc on n'est pas trop loin. Donc, mais ouais, si on peut aider à montrer ce qu'on sait faire à la future génération, il a manqué plein de trucs en France. Le surf, c'est encore un peu jeune, même si ça commence, mais nous, on a eu Didier, Mickey, mais il n'y a pas beaucoup de générations. On est la 3e, là, je pense à peu près. Donc, si on peut apporter au surf français, ça serait top, ouais. Et d'ailleurs, quand tu dis ça, là, dans le staff de l'équipe de France, il y a des anciens pros comme Alain, Ira et Fredo. Tu penses que ça a apporté quelque chose en accompagnement? Mais grave, c'est top. Ils viennent de la compète, ils ont performé au très haut niveau, donc ils savent de quoi ils parlent. Donc c'est sûr que c'est que mieux. Donc si on peut aider à notre échelle, ce serait top. À Mode, on peut faire un super truc les deux. On a toujours parlé si on peut faire un endroit où on coach, elle connaît sur la nourriture, le yoga. Moi, je peux faire plus du physique. Donc à deux, on peut faire un super truc. Donc, si on peut partager, un training camp surf, yoga et vélo. On peut tout faire. Donc, ça serait bien quand on arrive à montrer ce qu'on savait, comment on a réussi, voir si ça me plaît aux autres et essayer de faire aider la France parce que c'est encore jeune. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de coachs français. Et on espère que si on peut faire profiter notre pays, que le surf français progresse, ça serait le top. Et tout à l'heure, tu disais, je rebondis sur quelque chose de différent, tu aimerais continuer si les sponsors te permettent de faire du free surf. Par exemple, avec Dockers, t'as certaines obligations, ils ont des attentes sur toi par rapport à de la compète ou par rapport à du free surf. Quel est... Ouais, non, eux, ils sont pas du tout dans la compète. C'est représenter bien la marque, c'est plus un contrat ambassadeur. Mais on a un contrat ambassadeur, donc représenter bien la marque et c'est pas du tout de la compète. Donc en fait, tu la représentes de la manière dont tu veux, mais un peu, ouais, tant que tu as une bonne image, c'est cool. Ouais, voilà, on a des impératifs sur des événements, être avec eux, mais la compétition, non, c'est pas ce qui les pousse. Donc ouais, tant que tu as un contrat avec eux, tu peux faire du free surf ou de la compète ou ce que tu veux, quoi. Super. Et tu disais, pareil, puisqu'on parle de l'après, là, que t'avais pas trop le temps de faire des trips sur des swells. Du coup, dans 2 ans, il y aura peut-être l'idée d'aller chercher des gros swells, mais tout simplement de se faire des trips images dans des vagues juste fracassables. Je parle pas forcément de Mentawai, mais de retourner faire de l'image pour de l'image, ça te tente encore, ça? Moi, je pense que je serais dépassé d'ici là. Les jeunes, ils le feront mieux. Je serais plus à essayer de choper un énorme barrel quelque part. Ok. On va la faire à la Sancho maintenant. Ouais. Il voulait nous montrer la voie, un peu, il nous a toujours guidés. Il avait dit, ce serait top qu'on fasse des trips. Donc, si on peut faire des petits trips avec lui, on serait un bon crew. Passer un peu de temps aux Canaries avec lui, mettre 2-3 barrels. Mais ouais, non, les airs et tout ça, on va laisser aux jeunes. On va pas se blesser en étant un vieux papy. Bon écoute, tout ça nous amène enfin vers la fin de l'émission. Les auditeurs qui vont jusqu'au bout connaissent justement les 2 rubriques récurrentes et on est super curieux de connaître les tiennes vu tout ce dont on a parlé. La première, c'est le coup de pression. On aimerait connaître la story d'une grosse frayeur que t'as connue tant qu'à faire dans les vagues. Est-ce que t'as une en particulier qui te vient en tête? Et ouais, dans les vagues alors. Mais j'avais jamais eu vraiment de coup d'avoir peur dans l'eau. Ça m'était jamais arrivé de stresser. Et je disais, ouais, mais j'ai jamais failli me noyer. À chaque fois, j'ai eu des petites peurs, mais qui finissaient bien. J'ai oublié, mais au Portugal, là, quand je suis tombé dans les rochers, j'ai vraiment flippé. Je suis tombé de la lèvre directement.
sur les rochers et j'ai l'impression que ma mâchoire, elle était partie. Je me suis remonté de l'eau, je sentais plus ma jambe, mon bras il flottait tout seul. J'étais là, ça doit être grave. Je pense que je suis mort. Je pense que j'ai même plus de mâchoire, c'est pas possible. Et du coup, là, j'ai vraiment flippé. C'est la première fois de ma vie que je me dis, mais là, je pense que je suis mort, c'est pas possible. Ça t'a calmé, ça t'a refroidi un peu pour t'engager sur d'autres vagues après ça? Ouais, c'est compliqué quand je suis arrivé à Hawaï, là, que je vais me requalifier à pipe. J'avais de l'appréhension. Bon, après, ça passe. Ça va pas passer, mais ça passe. Donc, mais c'est vrai que je faisais pas le malin les premiers surfs et tout. Il y a des rochers, je peux pas retomber. J'ai encore plus de cuisses. Je rame à moitié d'un bras. Mais au bout d'un moment, dès que tu refais une bonne vague, la peur elle s'en va normalement. Et ça a été le cas? Ouais, ça a un peu duré quand même. Là, cette fois-là, je m'étais fait vraiment mal. Mais ouais, ça va là. J'ai plus d'appréhension. Donc, deuxième rubrique récurrente, c'est le Grom Spirit. Donc, le Grom Spirit, c'est notre conseil motivation. Comme tu nous le disais tout à l'heure, là, tu viens de surfer à peu près un pied de vague complètement pourrie ventée. Donc, tu es quand même sacrément motivé. Quel est ton conseil pour nos auditeurs? Je vais sortir avec moi. Hier, elle a mis le réveil, alors que c'était un short. Jamais été malade. Bon, je suis. Et pour surfer, il faut toujours prendre du plaisir. Moi, j'adore le surf. Même les moments que je disais que j'avais plus envie de surfer, c'était pendant le Covid, mais j'avais pas plus envie de surfer. J'avais plus envie de surfer des vagues moyennes, mais dès qu'il c'est pas tempête, en fait, c'est plus des vagues moyennes pour moi. Tous les jours, je surfe, quoi qu'il arrive. Je sais pas, c'est comme ça. C'est le surf. Depuis que je suis tout petit, ça m'a tout donné dans la vie et du coup, il faut profiter, pas se prendre trop la tête. Après les compètes, moi, ça me motive surfer les petites vagues. Donc, je trouve c'est une motivation aussi, surfer dans les conditions moyennes. Mais bon, même quand je veux surfer des barrels, l'hiver qu'il n'y a pas de compète, je vais surfer dans les vagues moyennes pour garder la forme. Et au final, t'en sors tout heureux d'une bonne session, tu sors content. C'est un peu dur à rentrer à l'eau et c'est sûr que tu sors heureux. Donc, faut continuer à garder le truc, surfer tout le temps dès que tu peux. Top, merci beaucoup. Eh ben, on va essayer d'appliquer ce truc-là. Et ça pourrait être le mot de la fin d'ailleurs. Comme on l'a dit, c'était quand même un profil qu'on avait super envie d'entendre et je pense qu'on a fait le tour là de ta carrière, donc un grand merci. Les auditeurs pourront retrouver l'épisode et tous les autres épisodes sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast et surfsession.com. On rappelle aussi que nous, on a un Tipeee, c'est-à-dire une page sur laquelle vous pouvez aider à contribuer en tout cas à Impact Zone en faisant des petits dons en échange de petits goodies ou d'autres petites choses. Allez voir la page, le lien est dans la description de notre compte Instagram et clairement, on le rappelle, c'est un projet bénévole qu'on prend énormément de plaisir à faire mais qui te prend un peu de temps, donc toujours un peu de soutien, de support est le bienvenu. Encore merci Johan. Quant à nous, on se dit à très vite avec autour de la table un ou une nouvelle invitée et d'ici là, n'oubliez pas, allez surfer. You.